Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Mais je sais que quand j'écris seul quelque chose, j'ai un vrai besoin de sincérité. Parce qu'il y a tellement de gens qui font des choses, et vachement bien, et moi qu'en plus, je suis un mec blanc, hétéro, enfin tu vois, donc plein de gens comme moi qui racontent des histoires, autant essayer d'être le plus sincère en me disant, peut-être ma petite spécificité, c'est ça, et donc du coup, essayer d'être le plus proche possible de ce que j'ai vécu et de ce que je veux raconter, pour qu'au moins ça ait un quelconque intérêt, quoi. C'est plus ça ma peur, c'est que ça n'ait pas d'intérêt, ce que je fais. Si vous écoutez des podcasts régulièrement, vous connaissez forcément Florent Bernard, Flaubert, auteur et réalisateur. Il est passé par Golden Moustache, il a écrit notamment pour les séries Bloqué et La Flamme. Il a co-scénarisé le film Vermine, nommé au César, travaille actuellement sur le prochain Evil Dead. Il a participé à l'écriture du spectacle Voir les gens de Baptiste Le Caplin et officie chaque semaine dans le Floodcast avec Adrien Méniel. Je l'avais déjà reçu il y a quelques années dans Les gens qui doutent, mais là j'avais très envie qu'on se retrouve pour parler de son premier bébé, de son premier film, Nous les Leroy, qu'il a écrit, réalisé. Un film très marrant, très touchant aussi, avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Donc on s'est posés tous les deux pour parler pendant plus d'1h30 de ce que ça lui a fait finalement de sortir son premier film, de ce dont il avait peur, de comment il a dirigé les comédiens, de comment le texte a évolué, de comment connecter avec le spectateur. Et on a parlé aussi du fait que quand Jonathan Cohen lui a parlé de La Flamme pour la première fois, il n'y croyait pas du tout. J'espère que ça vous plaira. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. J'ai une petite voix du matin du coup, C'est j'avoue. mais qui va se libérer au T'as fil fait de une la énorme journée. teuf hier, non ? Bah, tu me connais, moi je suis couché à 1h du mat, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, et je Parce suis que t'étais dead. très occupé à boire du Pepsi. C'est ça. Non, mais j'étais à l'avant-première de la série d'Eleanor Cost Ah oui, qui s'appelle Bouchon. Bouchon, qui est vachement bien, Ouais, qui est trop bien. j'ai trop hâte de la voir. C'est trop cool parce que c'est marrant, à la fin, donc je lui fais 1 milliard de compliments et elle me fait oui, mais parce que vous me connaissez et tout, et je fais bah non, je trouve que moi j'ai plutôt l'inverse justement. C'est je suis très embêté parce que je me dis avec mes amis ou les gens que j'aime bien, dont j'aime bien le travail, je suis obligé d'être un peu sincère, mais souvent j'aime bien parce que c'est des amis que je me suis fait via le travail, donc souvent j'aime d'abord ce qu'ils font avant de les aimer dans la vie, tu vois. Mais du coup, vu que ça devient mes amis, je me dis bah s'il y a un truc où je me dis Ouais. bof, T'as envie d'aimer, quoi. ouais, t'as envie d'aimer, mais autant le dire quand ça va pas, quoi. Et là, Mm. vraiment, j'ai trouvé ça exceptionnel. Elle est vraiment trop, trop forte. Donc, je suis trop content. Je suis trop content pour elle. La best. Ouais, elle est trop forte. Ça fait trop plaisir qu'elle revienne après quelques années, être moins souvent à Paris, nanana. Là, j'ai Mais vu qu'elle ouais. avait réel un teaser pour Bérangère Krief. Ouais. Là, il y a Bouchon qui sort et tout, je suis trop contente. Bah non, parce qu'en plus, elle est... Ouais, c'est une voix qu'il faut... soutenir, j'en sais rien s'il faut soutenir des trucs, mais en tout cas, c'est vraiment bien, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment de la qualité, c'est très drôle. Parce qu'en plus, elle a une imagerie... Alors, le mot est toujours un peu trou du cul, mais un peu auteur, tu vois, c'est une série qui est sur Arte. Mais en vrai de vrai, mais je trouvais ça Il y a des blagues de fait. trop drôle. Viteuf, pas tant, Mhm. mais il y a des très bonnes... C'est le rythme des dialogues, je trouve qu'elle, si vous aimez bien ce qu'elle fait, c'est... Elle a masterisé son art, quoi. C'est vraiment... Elle écrivait déjà très bien, mais là, je trouve que c'est... Waouh, c'est fou, quoi. Comme quoi, vivre dans le Perche. Oui, Ça c'est... te change les une âme. artistes, ça les nourrit, ça les nourrit. Ça les nourrit. Je suis désolée, il faut que j'enlève l'éléphant dans la pièce, hein, mais est-ce que t'as déjà bandé dans un bus ? Ah, mais oui. Bah oui. Alors écoute, quand j'étais jeune, ouais, ça vient de là, à la base. Mais je sais pas si c'est venu du fait que c'était tôt le matin. Mhm. Parce que tu sais, t'as le fameux truc des érections matinales. Le fameux, tu sais, ce qu'on apprend dans les écoles. Ou si c'était le bus à cause des vibrations. Mais c'est drôle parce que je reçois des messages de mecs qui se sentent obligés de me dire oh, putain, moi, pas du tout. Ah ouais Ouais. J'ai les deux. J'ai Ah ceux ouais. qui disent ah merci d'en Mais parler. Ça, je comprends. Ouais. Mais le fait de dire je ne comprends, t'es Ouais. méga chelou en fait. Ouais. Tu bandes dans le bus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, mais je pense que ça, c'est le côté, bon, tu dois l'avoir aussi, le côté podcast qui crée toujours une proximité avec un public qui, du coup, se permet énormément de choses, mais qui, du coup, est très présent et soutient beaucoup, tu vois, donc t'as les deux. Mais c'est génial, mais il y a des fois des petites fulgurances où tu dis mais pourquoi ? Ouais, tu dis, bon, là, je vais rien dire. Je D'où vais vient ignorer cette ce message. confiance Je vais ignorer ce message parce qu'au final, mais ouais, non, c'est rigolo. Ça ressemble à quoi ta vie en ce moment ? À quoi ça ressemble ma vie en ce moment ? Ma vie est un peu... Alors, c'est toujours ce truc, je sais pas si t'as ça toi aussi, mais j'ai du mal à me
plaindre hein, parce que bah c'est trop cool la vie, c'est trop cool de faire ce qu'on fait, etc., etc. Il y a une fatigue physique, tu vois. C'est même pas un truc où je me plains, c'est un truc qui est là en ce moment. J'ai une petite fille de 2 ans, je viens de faire un film et en gros j'écris le prochain Evil Dead avec Sébastien Vanitschek, donc un film pour les Américains. Donc les horaires sont bâtards un peu parce que c'est la nuit des fois et puis parfois c'est des deadlines d'Américains, tu vois. Donc ils veulent tourner vite, ils veulent que ce soit vite prêt et tout. Donc j'ai pas du tout on a sorti le film le mercredi 10 avril et le 11 au soir, j'avais une réunion avec les prods et tout et j'ai eu un petit truc de ah merde, j'ai l'impression de pas avoir assez profité de la sortie de mon film. Donc ça m'a un peu attristé, c'est un grand mot, mais c'est vrai que dans un monde idéal, on me proposait le Evil Dead un mois après, quoi. Et j'avais un mois de rien où juste, je me balade dans les salles de ciné. Ouais, ou juste rien foutre, tu vois. Aller dans des salles de ciné, écouter si ça rigole. Alors, je l'ai un peu fait, mais, dormir, rien foutre. Moi, c'est vraiment ma zone de confort de juste des fois avoir rien de prévu et rester sur le canapé et scroller, mater des trucs à la télé. Avant de voir qu'il est 15h30 et dire je vais peut-être sortir vite fait, faire un truc et j'ai rien à faire. Donc je vais à la Fnac ou je vais au ciné. J'en ai pas besoin de longtemps parce que très vite j'en peux plus et j'ai besoin de faire des trucs. Mais là ça fait très longtemps que j'ai pas eu disons 5 jours de ça quoi. Et ça me fait envie. Et tu vois, j'ai prévu des vacances avec ma meuf parce qu'à côté de ça fait longtemps que je peux partir en vacances avec ma meuf. Et même ça je vais kiffer, mais je vois encore ça comme un truc à préparer, à mettre en place qui sont pas mes zones de repos qui sont vraiment juste rien foutre dans une baraque dans la ville où j'habite. En vrai, moi, partir en vacances, c'est une mise en place dans ma tête. Donc voilà, fatigué, mais excité parce que chaque projet est tellement différent de l'autre. Ça qui est cool aussi, c'est que du coup, il y a pas la, comment dirais-je, l'ennui, mais dans le sens professionnel, quoi. Je m'ennuie pas du tout professionnellement. Chaque nouveau truc, je suis trop content d'aller bosser, donc ça va. Mais physiquement, voilà, c'est un petit peu fatigant. Mais là, il y a une phase cool, surtout, que toi, tu dois être, je pense que tu es en train de la connaître aussi, vu ta célébrité, Fanny. Les meufs, tout simplement. Non, mais c'est ce truc de, les choses que j'écris ont de grandes chances de se faire. Ce qui n'était pas le cas avant, en fait. En gros, moi, avant, je travaillais beaucoup plus que maintenant. C'est juste que là, les 3/4 des trucs se faisaient pas. J'ai bossé, la dernière fois, je faisais le compte avec un pote, c'est ridicule. J'ai écrit, je crois, 10 films qui verront jamais le jour. Je parle de V1, pas juste. C'est marrant parce que les gens, en général, quand ils sont entre potes, ils disent, ouais, c'est quoi ton body count et tout. Et toi, c'est juste tous les projets qui ont pas marché. Mais c'est vrai, parce que c'est fou. C'est fou, des fois, j'y repense et je fais, mais j'ai passé tous ces trucs qui existeront jamais, quoi. Et c'est pas grave, hein, t'as ce fameux truc de ça a nourri d'autres choses, et c'est vrai. Mais là, du coup, tous les trucs sur lesquels je bosse, alors, il peut se passer plein de choses, hein, mais il y a quand même plus de chances que ça se fasse que les trucs que je faisais avant, qui d'ailleurs ne se sont pas faits. Et il y a des projets où tu dis ça, franchement, à tout moment je le ressors et... Vu que c'est plutôt des projets où on est venu me chercher, je sais pas. Maintenant, en fait, la différence, c'est que je réalise. Enfin, j'ai réalisé mon film, donc j'ai un peu et que le film marche plutôt bien. Donc j'ai une espèce de mini cred de regardez, je peux réaliser des trucs et il y a des gens qui vont les voir. J'ai envie, il y a des trucs que j'avais écrits avec des gens où je me dis mais là si vous voulez moi peut-être je le réalise et que peut-être maintenant vu que j'ai un mini orteil en tant que réal dans le cinéma peut-être ça peut aider le projet à se faire etc. Mais il y a en fait c'est plus des projets de je suis frustré que ça n'ait pas existé quoi. Et puis après l'autre truc c'est que j'ai envie de bosser avec des gens aussi. C'est que je cite en long en large et en travers Judd Apatow mais il y a ce truc là que je fantasme qui fait de rencontrer des gens et dire vas-y si tu veux si t'as une idée peut-être on l'a coécrit, je le réalise, mais c'est ton film. Mais ça, c'est un truc qui me plairait bien aussi, quoi. Parce qu'en vrai, je pense pas avoir 1 milliard d'histoires à raconter au fond de moi. J'ai l'impression que ça doit être tellement épuisant d'être la personne qui porte un projet que je pense après un film, tu dois juste avoir envie de taffer sur d'autres choses, mais pas toi de te remettre corps et âme dans quelque chose, quoi. Ah, c'est rigolo parce que t'as un peu les deux quand même. Parce que c'est comme... j'ai aucune métaphore, il est trop tôt. Mais t'as quand même un peu l'euphorie de ça, quoi. T'as quand même un peu l'euphorie de te dire c'est bien quand même quand je fais tout et que en plus si ça parle aux gens c'est que peut-être qu'il y a un truc à battre. Peut-être que je suis génial. Non mais non mais un feu à battre tant qu'il est un fer à battre tant qu'il est chaud, tu vois, un truc de attends c'est trop con hein. Parce que là vraiment en plus moi c'est ma meilleure expérience professionnelle de ma vie d'avoir écrit réalisé un film tout seul. Mais parce que aussi je venais après 10 ans même plus de beaucoup de collaborations.
Mais là, c'est vrai, enfin, c'est aussi de la collaboration de réaliser et d'écrire, mais effectivement, de pas coécrire en tout cas, et de pas voir le truc se réaliser par quelqu'un d'autre, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. Et le fait que ça ait connecté avec une certaine partie du public te motive aussi, de te dire attends, en fait, tu sais, c'est toujours ce truc. Alors, j'ai l'impression que t'es un podcast, on n'est pas obligé de parler de ce truc, mais c'est aussi un peu ce truc de légitimité entre guillemets, de dire bah là, visiblement, ça a un peu pris quoi, donc vas-y. Moi, mon seul questionnement, et c'est pour ça que je veux pas faire un deuxième film perso tout de suite, c'est de dire est-ce que vraiment t'as autant d'histoires intéressantes à raconter quoi. Il y a quand même un peu un truc au fond de moi Tes parents ils se sont pas remis ensemble? Non, hélas. Donc on peut pas faire un 2 ou en Amérique où genre il serait président comme les Tuches, on fait des sagas Lady Rise. Mais non, mais j'ai des idées, tu vois, mais je sais que j'ai besoin de les faire un peu mûrir dans ma tête en me disant attends, mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter, en quoi sur les Leroy, j'avais ce mini truc de ok, mon point de vue sur la séparation, le couple de cinquantenaires de cette génération-là, etc. Je crois que j'ai un truc qui a pas trop été abordé comme ça, en tout cas. Donc j'avais ma légitimité. Et moi, j'adore avoir des sujets ultra... Enfin, mon pitch, il est basique de ouf, quoi. Mais j'aime bien quand il y a une... Surtout que c'est un pitch où ça aurait pu être un film horrible. Oui, bien sûr. Mais c'est même un genre en soi, en fait. T'en as plein des films de père qui veut reconquérir la meuf avec un road trip. Enfin, tu vois, t'as les National Lampoon aux États-Unis, t'as un film en France qui s'appelle On sourit pour la photo, qui est pas si éloigné. C'est un genre en soi, en fait. Mais moi, je sais que mes films préférés, c'est plutôt ça. C'est pas des énormes pitchs, mais c'est d'un coup, il y a un point de vue, il y a un ton. Et c'est ça qui me fait kiffer parce que c'est logique que les pitchs ils soient pas très originaux puisque la culture existe depuis longtemps. Et si ces pitchs ont été utilisé, c'est que ça connecte à plein de gens aussi, quoi. Et dès que tu dis, alors ouais, c'est des dinosaures dans un parc d'attractions, faut vraiment être malin pour que ça connecte avec plein de gens, tu vois. Et moi, je suis pas assez malin encore pour faire ça. C'est venu comment Est-ce que t'avais d'abord ce fil rouge de il veut reconquérir, le divorce, ou est-ce que t'as rassemblé plein d'idées, puis tu t'es dit, ok, comment est-ce que je pourrais articuler ça pour que ça fasse quelque chose qui tienne sur un truc un peu initiatique, quoi? Ouais, plutôt la deuxième, en fait, c'était... je voulais... en gros, c'est ça, c'était le pitch. Le pitch est arrivé après. Moi, je voulais d'abord parler du moment où les enfants vont quitter la maison dans une famille, disons, hétéronormée, basique, quoi. Donc, papa, maman et enfants. Et donc, les enfants, quand ils vont quitter la maison, c'est vrai que ça change tout un équilibre familial où, tu vois, à la base, ils étaient deux, le couple, et il se passe 18, voire 22, 23, quand il y a plusieurs enfants, 23 ans, où ils sont plusieurs, et ils vont redevenir à deux, mais 23 ans sont passés. Ça, je trouve ça vertigineux, intéressant, fou. Et puis voilà, il y a plein de couples, voilà, l'érosion, pardon, de la passion. Je trouve que ça englobe énormément de choses, le fait que il y a des parents qui ont jamais eu autant besoin que leurs enfants restent pile au moment où les enfants ont jamais eu autant besoin de se casser. Je trouve qu'il y avait des confrontations que moi, en plus, j'ai vécu effectivement ado, mais que je trouvais fascinantes. Et en parlant un peu de mon histoire autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent quand les ados vont quitter la maison, en fait. Ça chamboule des choses. Donc je me suis dit, c'est intéressant. Malheureusement, c'est un peu trop chronique. C'est le mot que t'utilises beaucoup les producteurs pour dire il n'y a pas de pitch. Voilà. Et quand même, les gens vont au cinéma parce qu'il y a une affiche et une bande-annonce. Et je fais, c'est vrai, je n'ai pas fait Girls. Voilà. Donc j'essaye de faire un truc avec un pitch. Mais c'est pas mon truc préféré en vrai. Moi, c'est vraiment mon truc prétexte pour trouver la meilleure zone pour raconter les personnages. En fait, moi, c'est que les personnages qui m'intéressent. Et du coup, il y a eu l'envie du road trip parce que j'avais aussi envie d'une galerie de second rôle où je peux mettre plein de gens d'une génération d'acteurs que j'adore, avec des scènes. Alors, des gens, quand t'aimes pas le film, les gens disent sketch, et moi, j'appelle ça des scénettes. C'est des trucs où, en tout cas, tu peux dire à la fin du film, tu sais, il y a la scène du caricaturiste, moi, c'est la scène du restaurant, moi, c'est la scène. Ça, c'est une volonté de ta part ou c'est un truc que t'as. Okay. Ah ouais, c'était à fond. En fait, je trouve que les bons films font ça, en fait. C'est-à-dire que. Moi, j'avais l'histoire de la famille qui était vraiment un arc narratif. Je savais que normalement, si t'achètes cette famille, alors encore faut-il que tu l'achètes, mais si tu l'achètes, tu peux te permettre des mini-sketchs à l'intérieur du film, puisqu'en fait, c'est eux que tu suis, quoi. Et les autres, dans le genre road trip, le spectateur, il a les codes et il sait, tu vois, que tu vas aller dans des zones, et c'est juste, tu remets des pièces dans la machine, et je trouve qu'en comédie, c'est capital, sinon,
tu t'ennuies très vite, quoi. Et moi, c'est ce qui me terrorise, que des gens se fassent chier devant mon film, quoi. Et vu que je savais que tout mon dernier acte était, excuse-moi, était un peu plus lourd, entre guillemets, en tout cas, il y avait moins de blagues et c'était un petit peu plus d'émotion, je me suis dit, il faut vraiment être très généreux en comédie sur le deuxième acte, voilà, le moment où les gens peuvent commencer à te perdre, justement, parce que ça fait 45 minutes, 1 heure que le film a commencé, tu vois, il faut que, voilà. Et voilà, moi, dans les cinémas que j'adore, il y a ça, tu vois. Apatow fait ça très bien. Dans This is 40, tu suis le couple, mais il y a la scène de Melissa McCarthy. Et à la fin, tu te dis, putain, la scène avec Melissa McCarthy, et j'aime bien, moi, ce truc-là. Mais c'est le vrai même en France, hein. Tu vois, dans Intouchable, il y a des gens qui se souviennent de l'opéra, il y a des gens qui se souviennent de quand ils dansent avec tout le monde. Enfin, tu vois, il y a des zones marquantes, en fait. Et ça, j'aime bien. J'aime bien qu'à la fin d'un film, on se dise, ah, j'ai bien aimé telle scène. Mais peut-être ça, c'est mon influence Internet. Hein. Mais voilà, donc ça, c'était l'autre volonté. Donc je me suis dit, ok, road trip. Et après, moi, j'aime bien les causes perdues, quoi. Et l'idée d'un mec qui dit, je vais sauver 20 ans de mariage en un week-end, ça me faisait marrer. J'aime bien. C'est ambitieux, hein, c'est beau. C'est très très beau. C'est les trucs de comédie qui sont super, qui sont. Ce qui est génial en comédie, c'est que tu te dis, mais c'est impossible que tu réussisses. Mais c'est vraiment quelle mauvaise décision vas-tu défendre ? C'est ça. Et normalement, réussir à ménager la chèvre et le chou, j'ai envie de te dire, et oui, pour que tu passes toujours de l'empathie en disant, ah, pauvre vieux, il fait ce qu'il peut, à, mais non, espèce de connard, arrête. Et ça, c'est un truc très vrai anglais. Que Garcia, au début du film, je pensais pas que j'allais l'aimer. Hein. Ouais, mais d'ailleurs, même moi, je suis très ambivalent avec le personnage. C'est ça qui est rigolo, tu vois. Je fais l'erreur de lire toutes les reviews du film. Oh, wow. Oui, mais ça va, en fait, parce que bizarrement, ça fait du bien à... Oui, bon, tout le monde pense tout, quoi. Du coup, c'est moins vexant, tu vois. Okay, ouais. Si tout le monde disait la même chose... Moi, je suis très content, j'ai un film qui divise. Attention, hein, c'est le truc le plus mignon de la Terre, mon film. Il est très politique, ouais, il est très ils en ont parlé sur CNews, hein, tu sais. Pascal Praud a défendu le film face à Laurent Gérard. Pardon? Oui. Bon, Laurent Gérard l'avait pas vu. T'es quelqu'un, toi. Moi, si tu veux, à un moment, Pascal Praud dit mon nom. Voilà. Wow. Enfin, il a pas du tout dit mon nom, d'ailleurs. Il a dit le titre du film. Mais... oui. Et il l'a dit, c'est un bon film. Bon, on sent qu'il y a des scènes, il a pas assez travaillé. Et ça, j'ai vu, c'est vraiment une phrase de prof. C'est ouais. Et je me suis dit, il passe la main sur la tête. il dit, t'as pas assez... Mais c'est vraiment la droite, quoi. T'as pas assez bossé, mais franchement, ça va, vas-y. Donne-toi plus, quand même. Tu vois. Mais bon, bref, c'était marrant. Et oui, donc le personnage de Garcia, il y a des gens qui trouvent même que je le défends trop alors qu'il a un comportement problématique, tu vois. Et moi, je dis, oui, il a un comportement problématique. Enfin, je sais que quand j'écris un mec qui tape sur une table et qu'au mix, je mets le son fort, je sais l'effet que j'essaie de créer. Et l'effet que j'essaie de créer, c'est pas vous dire, super ce mec, vous trouvez pas? Moi, j'essaie juste de dire, ce mec-là va avoir un arc narratif. Il va essayer d'apprendre des choses. Et vous pouvez ne jamais le racheter. Et après, c'est chacun sa sensibilité avec ce qu'il a vécu dans sa vie, tu vois. Mais de toute façon, est-ce que c'est ton rôle de le défendre, non ? Non, pas du tout. Mais vu qu'à la fin, pour moi, je le sauve pas. Parce que, bon, je vais pas spoiler la fin, mais la fin, pour moi, il n'est pas sauvé à la fin, tu vois. Il n'a pas gagné tout ce qu'il voulait. Mais j'essaye de le faire gagner des petites batailles, quoi. Il a pas gagné la guerre, mais il a gagné 2-3 batailles. Mais voilà, à la fin du film, c'est pas un chic type. Et dans tout le film, c'est pas un chic type. Et effectivement, moi, ce que j'aime bien au cinéma, c'est quand, justement, des fois, t'as de l'empathie pour lui, et la scène d'après, tu te dis, mais non, espèce de connard. Et ce truc-là, c'est ce qui te lie à un personnage, selon moi. Oui, c'est ce qui lie aux gens dans la vie, quoi. Je crois. Mais après, je comprends tout à fait que selon ta sensibilité, tu peux croire... son comportement, il est... Enfin, tu vois, si même t'as eu une famille où... Moi, je parle d'un daron que je connais, disons, tu vois, et j'ai une mini-empathie pour lui parce que je l'explique par d'autres choses qu'il a traversées, mais je l'excuse pas du tout à 100%. Et dans le film, pour moi, je l'excuse pas. Mais oui, c'était un truc qui, en tout cas... Moi, c'est les personnages qui me drive, en tout cas. C'est ce personnage que je voulais raconter. Et ce personnage-là, il a des qualités et des défauts, tu vois. Et les personnages qui ont que des qualités et qui sont pile dans leur époque et super. D'une, moi, je saurais pas les écrire. Et je pense pas que c'est à moi de les écrire, d'ailleurs. Et je suis même pas sûr de les rendre intéressants. C'est possible, hein, je pense. Mais moi, je suis pas capable de le faire. Surtout en comédie, où moi, la comédie qui m'a nourri, c'est sur justement des personnages où, pour moi, le fait qu'ils soient humains, c'est qu'ils aient aussi des mauvais côtés, quoi. Et qu'ils essaient de se battre avec ça. De voir des gens qui ont pas de lutte interne, quoi. C'est ça. Mais après, voilà, là, nous, ça se traduit par des trucs qui, des fois, peuvent un peu chambouler certaines personnes, donc je comprends. Mais voilà. Mais tu sais, c'est comme...
Bon, ça, je peux le spoiler. Bon, si vous avez pas vu le film, peut-être, voilà. Mais il y a la gamine, Lorelai, qui est jouée par Lily Aubry. Il y a une histoire de scarification, en tout cas, de choses où elle se fait du mal. Et la résolution de ça, c'est qu'elle fait semblant, tu vois. Et j'ai vu des messages de gens qui étaient profondément choqués par ça, que genre je prenais ça à la légère, tu vois. Et j'étais embêté parce que moi je disais bah non, moi mon message c'était de dire c'est pas parce que les ados vont pas jusque là qu'ils ne vont pas bien. Et c'est pas pour excuser mon truc, mais c'est un truc très personnel ce que j'ai raconté. C'est un truc que moi je faisais quand j'étais au collège, tu vois. Et donc du coup ça rejoint ce que je te disais sur mon rapport à la critique. Du coup c'est un peu détendu parce que je dis bah si vous trouvez que mon point de vue sur ça est genre je l'ai pris à la légère alors que je l'ai vécu et que je parle d'un truc très perso, etc., bah c'est que... Enfin, du coup, ça peut pas me faire de mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si c'est très clair. Il y a un truc où je dis, si vous trouvez que je traite ce sujet par-dessus la jambe, sachez que j'ai vécu ce sujet. Et que c'est pour ça que je le raconte, c'est parce que je l'ai vécu. Genre le quoi. Hein ? Ouais. Désolé, je l'ai vécu. Et tu peux pas critiquer. Non, mais voilà, après que ça ait été mal fait, que du coup on comprenne pas, tout ça, tu vois, je l'entends, il y a aucun problème. C'est fou de le comprendre comme... Moi, j'ai vraiment vu ça comme c'est juste des appels à l'aide qui sont dans une forme qu'on voit moins, quoi. C'est ça, qui était un truc de... Parce que moi, au cinéma, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je faisais ça, je pense, quand j'étais au collège, c'est que les ados à problème faisaient ça. Tu vois, c'était presque devenu un cliché. Je sais pas si t'avais vu le film 13, c'était un peu le film culte de quand moi j'étais ado. C'était sur une adolescente qui allait pas bien, qui se gueulait, machin, et donc qui se scarifiait et qui faisait même des TS, je crois, enfin des tentatives de suicide. Et moi, quand t'es jeune et que tu vas pas bien, bah tu sais, ça te chamboule, ça te fait poser des questions et tout. Mais moi, j'avais pas le courage, tu vois, d'aller jusque là, de se scarifier. Ça me faisait peur. Je me disais, bah, je vais me faire mal, tu vois. Donc peut-être aussi parce que j'allais pas si mal, j'en sais rien, tu vois, mais j'allais quand même vraiment pas bien. Je me faisais emmerder à l'école et tout. Et du coup, je faisais ce truc pour de faux, tu vois, pour qu'il y ait des gens qui se disent peut-être, bah arrêtons de l'emmerder, ou bah peut-être qu'il va pas bien. Et c'est toute la phrase du frère à la fille où il dit. Où il prend ça encore une fois à la légère, lui, tu vois, où il dit, mais tu fais juste ça pour te faire remarquer, en fait. Et qu'elle lui répond juste, oui, en fait. Bah, c'est ça que je veux, c'est me faire remarquer. Parce qu'en fait, vous remarquez pas que je vais pas bien. Vous faites pas gaffe à ça. Voilà. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Et pareil, ça, c'est le personnage, tu vois. Et ça, c'était aussi une idée que j'avais bien avant, le road trip et tout. Enfin, c'était un truc où je me suis dit, quand j'ai eu le recul, que j'ai vieilli, je me dis, putain, c'est fou que j'ai fait ça. Il y a un truc un peu intéressant parce que si mes parents étaient tombés dessus, je suis sûr qu'ils auraient dit pourquoi il fait ça, c'est ridicule. Enfin, tu vois, il y aurait eu un truc de. Je suis pas certain que la génération de mes parents aurait compris que c'est parce que j'allais pas bien. Ils auraient plus fait. Qu'est-ce que tu fais ? C'est trop bizarre. Tu vois, c'est pas vrai. Tu t'es pas vraiment scarifié, donc c'est que ça va, tu vois. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que le mal-être ado, il se crée de plein de façons différentes, quoi. Et chacun de tes persos, ils ont des façons très très différentes de gérer les émotions. Le père, c'est en imposant ses émotions à lui et aux autres. La mère, il y a un truc un peu de lucidité, mais d'avoir besoin d'être très entourée en même temps. Le garçon, c'est juste le déni. Et la fille, c'est des appels à l'aide un peu plus subtils. Est-ce que c'est des étapes de toi à différents moments de ta vie, ou est-ce que c'est juste des gens que t'as vus ? C'est un peu les deux. La petite, c'est vraiment moi au collège, je pense. Alors, elle est un peu plus vieille dans le film, mais c'est vraiment comme ça que j'étais. C'est la phrase que je disais à Lily Aubry, qui joue Lorelai. Je lui disais, en gros, ton personnage, son leitmotiv, c'est une adolescente qui pose tellement pas de problème à ses parents que ses parents sont persuadés qu'elle a pas de problème. Voilà. Et je pense que c'est un vrai truc. Tu sais, moi, mes parents, ils ont vraiment été élevés dans... s'il se drogue pas, qu'il sort pas le soir et qu'il casse pas des trucs, et s'il a pas des heures de colle... Bah, c'est bon. Tu vois, tu dis, oui, bah alors attendez, non, dès qu'il a la moyenne, tu vois. Et voilà, donc ça, moi, je voulais parler de ça avec Lily. Effectivement, Adrien Olmé, qui joue Bastien, c'est surtout un truc de... Il y a du déni, mais c'est aussi... en fait, c'est plus le moment. C'est pas le moment. En fait, j'ai 18 ans, bah, c'est ce qu'il dit dans le film, hein. C'est je veux faire ma life. Donc, vos problèmes, en fait, vous êtes des adultes. Gérez-les. Et là, moi, je suis grand. En fait, je suis un autre... Tu sais, c'est le moment... c'est pour ça qu'il a 18 ans dans le film, c'est... Ça y est, il croit qu'il est au même niveau que ses parents. Genre, ça y est, on est tous adultes. Et tu sais, quand t'es à 18 ans, alors moi je parle de moi, tout le monde n'est pas pareil, mais tu te dis, ça va, je suis grand, j'ai compris la vie, quoi. Et après, bon, tu te rends compte que peut-être pas tout à fait. Mais du coup, du haut de ton j'ai compris la vie, tu dis, dis donc, les parents, vous êtes pas des grosses merdes un peu à pas comprendre que moi c'est mon moment et qu'il faut me laisser vivre, etc. Donc il est effectivement dans un truc de lâchez-moi. Le père, j'ai des relents de ça. Alors pour le coup, c'est vraiment mon daron sur plein d'aspects. Après, il y a plein de trucs que j'ai peur d'être aussi. Pas sur le côté violent bourrin, mais sur le côté déjà plus trop amuser sa famille, tu vois, qui était le gars qui faisait un peu
des saltos arrière, et puis après genre oui on a compris le salto arrière, mais en fait ça va plus, et qui fait waouh j'ai aucun plan B. Tu vois, ça c'est des trucs qui moi C'était mon meilleur tour. Oh mon Dieu. Et là je viens de faire apparaître un lapin, c'est non, ok bon bah tant pis, je vais aller chialer. Non il y a un petit peu de ça, et puis et moi il y avait un truc, mais je crois que je t'en avais parlé dans le précédent podcast, mais par exemple ce truc de, c'est pas dans le film mais c'est ce genre de comportement aussi. Moi j'adore faire des surprises à ma compagne ou aux gens que j'aime. Et avec ma compagne, parce que ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble et tout, elle me connaît, et des fois les surprises sont ratées, tu vois. Et la surprise ratée, du coup, je suis trop nul, quoi. Je sais, je t'ai fait une surprise. Ah, c'est un peu raté. Ah ouais, d'accord. Bah, donc je fais la gueule. Et tu dis, bah, super ta surprise. Donc du coup, au final, tu voulais me faire plaisir, et maintenant tu fais la gueule. Bon, j'ai travaillé sur moi, mais c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, quand j'écrivais le film, j'avais un peu ce truc-là, tu vois. Et ça, je l'ai mis dans le film, un peu ce truc de lui qui est genre, hey, super week-end, non? Non, c'est nul. Ouais, okay, d'accord. Voilà, après j'ai poussé les petards pour qu'il y ait une histoire, quoi. Et puis la mère, c'est un mélange de ma meuf un petit peu et de ma mère aussi, effectivement. Enfin, pour le coup, je me suis vraiment inspiré c'est plus éloigné de moi, je crois, la maman, mais en même temps, c'est peut-être le personnage que j'aime le plus, du coup, peut-être parce qu'il est éloigné de moi, mais pour lequel j'ai le plus d'empathie. Et ouais, il y a plein de choses. Réclamer d'être pris dans les bras, c'est vraiment un truc que faisait tout le temps ma mère. Enfin voilà, il y a le fait de pleurer. Je pense pas dire des choses graves sur ma meuf, ça, mais elle a eu des crises d'angoisse, donc devoir gérer des fois des crises de larmes, des choses comme ça, des choses que j'ai vécues. Et voilà, donc c'était des choses que je trouvais intéressantes à raconter, voilà, tout simplement. Mais oui, il y a toujours un peu de tout. Et puis moi, ce que j'aime bien, mais c'est ce que tu fais dans ton métier aussi, c'est ce truc de... C'est marrant, mes trucs chelous, bizarres, où j'ai l'impression que c'est que moi, c'est génial, parce que quand j'en parle, je me rends compte que ça connecte avec des gens. Et moi, je sais que c'est ce qui fait que je me sens moins seul dans la vie, quoi. Et que j'ai pas besoin de sortir ou de faire des choses, parce que je me dis, mais en fait, c'est super. Enfin, j'aime bien la pudeur de, via un truc artistique, je me connecte à des gens, quoi. Et aussi en tant que spectateur, hein. Enfin, je parle pas que en tant que créateur. Quand je vais voir un film et que d'un coup, j'ai l'impression que ça parle de choses que moi j'ai traversées dans ma vie ou que je traverse en ce moment, mais j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le 06 du réal et dire mec, meuf, je t'adore, c'est super. Maintenant, c'est ta vie. Ouais, non, mais voilà, ça, je trouve ça super beau, parce que je trouve qu'en plus, ça crée un truc pour potentiellement un marqueur d'histoire, etc. Donc je trouve ça super joli. Et puis ça m'a plus, bizarrement, j'ai plus de souvenirs de films ou de séries ou de BD, enfin de trucs qui m'ont marqué dans ma vie et à des moments clés. Enfin, pas plus, mais kiff que des gens, quoi, en fait. Enfin, tu vois, je me souviens de sortir du premier jour du reste de ta vie, par exemple, film d'Amélie Besançon. Et le fait d'avoir vu ce film m'a plus marqué dans ma vie que plein de moments que j'ai passés avec mes potes. Enfin, tu vois, il y a un truc où les films sont pour moi peuvent avoir une même place que des événements dans ma vie, quoi. Voir un film parfois m'a autant marqué que des trucs un peu comment dirais-je, formateurs qu'on peut avoir dans la vie, tu vois. Oui, tu disais, je pense un peu partout, le film, tu voulais faire la vie en mieux. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est ça que j'aime au cinéma, en fait. C'est la vie, mais effectivement, c'est plus rigolo, c'est potentiellement plus émouvant. Le montage, ça te sauve une vie. Ouais, c'est ça, hein, tous les moments chiants dégagent. Ouais. Et ouais, voilà. Et c'est ça que j'adore au cinéma. Est-ce que ça t'a pas des fois frustré que le cinéma mette tellement d'attentes dans le fait que les choses peuvent être géniales, alors que quand tu les vis, c'est long, quoi? Je sais pas. Non, ça va, je crois. Mais après, moi, mes films préférés, par exemple, c'est pas des films que tout le monde adore, en plus. Donc, j'ai un peu un truc Space Jam. Voilà, entre autres. Cela dit, tout le monde adore Space Jam. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime pas Space Jam. Mais, non, mais tu vois, du coup, j'ai quelque chose de... Moi, j'aime bien... Enfin, mon film, c'est un film de gens vraiment banal, quoi. Il se passe pas des trucs de fou dans mon film. Et c'est ok. Et les gens qui ont vu le film, alors il y a des gens qui, du coup, aiment pas. Mais il y a plein de gens qui sont complètement ok avec ça. Moi, j'ai pas un amour enfin, je kiffe les blockbusters, je kiffe les trucs, les grosses comédies américaines avec un gag toutes les secondes. Enfin, tu vois, y a pas de problème. Mais en vrai de vrai, les œuvres qui m'ont le plus marqué, c'est des petites histoires, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment le cinéma américain des années 70-80 qui était vraiment genre, je pose une caméra, il y a vite fait de la light, mais juste, je vais écrire des dialogues et faire vivre des personnages. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Et c'est pour ça que là, je suis trop content. Le cinéma, ce qui est bien, c'est que ça événementialise une œuvre artistique, parce que d'un coup, c'est dans une salle où des gens vont venir, etc. Mais moi, j'aime autant faire des trucs sur Internet que des séries, que des trucs sur Canal ou Netflix ou je sais pas quoi.
Moi, juste si des gens peuvent le voir et avoir une réaction à ça. Après, là, j'ai goûté au cinéma. Et c'est vrai que le cinéma, il y a vraiment ce truc de groupe dans une salle. Donc, quand ça Et puis, rigole. tu peux entendre les rires. Ouais. Quoi. Non, puis ça devient un événement, quoi. Moi, j'ai causé avec des gens qui ont fait de la plateforme. Et j'en ai fait aussi. Hein, et je serais ravi d'en refaire, d'ailleurs. Si vous m'écoutez, les plateformes. Ne croyez pas que je vous critique, je vous adore. Mais tu sors ton truc. Et bah ça y est, c'est sorti quoi, tu vois. Alors que par exemple moi mon film, je sais qu'il va quitter les salles de cinéma, que là il y est encore. Tu sais, il y a un truc de oh là là, il y a un petit moment où ça devient, où c'est quelque chose d'autre, pas plus important que la plateforme ou quoi, mais quelque chose où des gens doivent prendre une place, faire un déplacement. Enfin d'un coup ça rend le truc un peu foufou quoi, tu vois. Et ça c'est très plaisant quoi. Tu te dis moi qui ai toujours fait de l'internet, des trucs digitaux. C'est la première. Les gens regardaient sur leurs chiottes. Ouais, voilà, bah, et c'est maintenant, ça. ils ont pris une babysitter. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un truc où. Et puis même, moi, je sais que je pleure plus facilement au ciné que chez moi devant un film. Voilà, c'est des trucs juste physiques d'être dans une salle, d'être avec un gros écran, avec de la grosse musique. Et voilà, vous t'en faites un peu tout des caisses, même si le film est assez mignon. Et ça, c'est trop cool, quoi, parce que d'un coup, même, tu vois, il y a des avant-premières. C'est fou, parce ça veut dire qu'il y a une première. Ça veut dire que mercredi, partout en France, ton film, enfin, je sais pas, tout est un peu plus fat quand même, mine de rien, quoi. Mais après, voilà. Encore une fois, moi, tu vois, c'est sûr que dans ma vie, on me parlera plus de La Flamme que de Nous les Leroy, je pense. Et La Flamme, c'était une série sur Canal, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'as pas l'air d'accord avec ça. T'as pas l'air d'accord avec ça. Je pense que La Flamme, les gens vont plus vite oublier que t'as fait dessus. Alors que Nous les Leroy, tu peux pas. Parce que moi, je t'avoue, quand il est sorti, je pense que j'ai eu la même réaction que tous les gens qui ont un jour écouté le Floodcast. J'ai l'impression que c'est l'enfant de toute la France qui vient de réaliser son rêve. T'es comme le petit Flo. Moi, je l'ai connu. Il faisait des blagues de pipi. Et là, regardez-le, il y a Charlotte Gainsbourg qui fait aussi des blagues de pipi. Oui. Oui, non, il y avait des trucs tu vois, de grandir, d'accomplissement et tout. Et en même temps, de peur que ça soit nul. Ouais. Mais toi, t'as ça aussi? Moi, c'est un truc que j'ai pas forcément, enfin, pas bien vécu. Le film plaît, donc ça va. Mais c'est un truc qui m'a beaucoup angoissé. Est-ce que toi, t'as ça, ce truc de, parce que pareil, toi, t'as commencé jeune quand même. J'ai l'impression que ça fait longtemps que tu fais. Enfin, tu vois, et puis il y a les podcasts. Et puis, enfin voilà, t'es très présent. Et puis tu parles de toi. Est-ce que du coup, quand tu vas voir un spectacle, tu sens ce truc de gens qui ont des attentes? Enfin, tu vois, c'est pas comme avant quand on allait voir Gad Elmaleh ou Jamel, où en fait, on avait que des gens qui faisaient des blagues. On connaissait pas la vie perso de Gad, de Jamel, de tous ces gens-là. Et c'est vrai qu'avec Internet, le fait qu'on parle beaucoup, ça crée une empathie ça crée une empathie folle. Et du coup, j'ai l'impression que l'attente, elle est différente. Est-ce que toi, tu le ressens, par exemple, quand tu vas sur scène? T'as un truc où tu te dis, ouais. En fait, vu que les gens, ils me connaissent via des aspects différents, les chroniques, les podcasts et tout, des fois, ils n'ont pas du tout les mêmes attentes les uns par rapport aux autres. Et donc ouais, là j'ai fait un show je sais même plus où, il y a pas longtemps, et je demande à la fin aux gens, là c'est le rodage, donc vraiment envoyez-moi des commentaires, surtout si c'est négatif. Et il y a un mec qui m'a envoyé un truc, j'ai jamais vu un message aussi long, et il m'a envoyé: j'ai bien aimé nanana, mais voici tout ce que je m'attendais à retrouver, et est-ce que je l'ai retrouvé ou pas. Hyper précis. Et genre, je l'ai sauvegardé pour après refaire tout le rodage en me disant: est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est un choix, machin? Mais il y a énormément de choses que je dégage et auxquelles que je pense pas, tu vois. Genre, dans les chroniques, ils s'attendaient: ouais, là, tu fais beaucoup de blagues de cul, j'avais envie d'en retrouver plus. J'ai là, ouais, mais c'est juste qu'il faut être efficace en 3 minutes. Et voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça que je me rends pas compte que les gens attendent parce que c'est ce que je fais des fois, quoi. Ouais. Et donc, ouais, c'est chaud. Surtout qu'il y a l'entre-deux, je trouve, de. Alors toi, pour le coup, t'es plus connu que moi, mais il y a un truc il y a un public il y a le public qui suit ce que tu fais, mais en vrai, c'est un petit pourcentage du public. C'est-à-dire qu'il y a aussi un truc où tu te dis, faut quand même trouver le juste milieu en disant, ça veut pas dire se renier, hein, tu vois, mais ça veut dire juste expliquer au reste du monde aussi qui je suis un peu. Ouais. Et je peux pas tout de suite parler de choses que je peux aborder avec vous dans un podcast parce que vous me connaissez et que vous savez que quand je dis ça, bah en vrai, je pense ça. Enfin, tu vois, tous les trucs un peu induits parce que on suit notre travail. Mais par contre, quand je fais un film, une série ou un spectacle, bah oui, non, je peux pas, tu vois, c'est comme si vous me demandiez d'être à 12 tout de suite. Je fais, bah non, faut que je monte la chaleur tout doucement. On doit récupérer tout le monde là. Bah c'est ça, tout parce le monde que dans le bus. Bah voilà, c'est ça. Et moi, c'était un peu tout mon questionnement, tu vois, qui était de dire, je me sentais obligé de faire des petits clins d'œil à mon podcast et tout, presque par respect pour les gens qui me suivent depuis si longtemps, je vous oublie pas, tu vois, j'ai tellement moins été déçu par des artistes où des fois je me disais, ah oui, bon, bah, t'es passé à autre chose, quoi, on est plus rien, quoi, ok. Et je me disais, non, je suis toujours là et normalement vous devriez me retrouver
Mais venez, on essaye d'embarquer. Et moi, c'est là où je suis content. Tu vois, le cinéma, c'est un art de vieux. Il y a beaucoup de vieux qui vont au cinéma. Et quand je vois les stats, je me dis, putain, c'est drôle. Ils ont les stats sur les. Ouais, les sur les âges billets, sur les âges, on a tout, ouais. Ah non, c'est glaçant. Waouh. Mais tu vois, par exemple, moi, qui a toujours eu un public très masculin dans ce que je faisais, parce qu'évidemment. Les t-shirts Batman Ouais, voilà, le t-shirt Batman. 9 sketchs sur 10 quand j'étais à Golden, c'était à baiser, la branlette, les gars, les garçons, machin. Il y avait 2 meufs à Golden Moustache. Enfin, tu vois, bon, j'avais 20 ans, hein, j'excuse pas ce que je faisais, mais bon, voilà, j'étais pas aussi. Je réfléchissais pas autant, et aujourd'hui, je réfléchirais pas autant que dans 10 ans, j'imagine, mais. Et le film est plutôt féminin. Le public qui va voir Les Leroy est plutôt féminin. Alors, parce que Charlotte Gainsbourg, peut-être, parce que plein de choses. Et c'est nul, mais ça me fait trop plaisir, quoi. Tu sais, j'ai un peu un truc de. Bah cool, c'est bien, parce que moi j'ai toujours eu ce truc au début, pas comprendre pourquoi il y a que les mecs qui regardent ce que je fais, alors que c'était très clair, hein, pourquoi il y avait que les mecs qui regardaient ce que je faisais, et que ça a un peu évolué, je me dis bon bah c'est cool, tu vois, ça fait plaisir, tu vois, et si j'ai perdu des gens en chemin, tant pis, tu vois, mais ce truc là je le trouve super intéressant, et sur scène j'imagine à quel point c'est encore plus fou, parce que c'est direct, quoi, surtout quand t'es en rodage. C'est fou de demander aux gens à la fin. Moi, je trouverais ça glaçant. Ouais, mais c'est parce qu'en vrai, les gens, quand c'est 100% négatif, ils vont pas prendre le temps de le faire. Ouais. Là, ils vont pas. Et peut-être ils vont le faire sur Bière et Duc ou quoi, mais ils vont pas m'envoyer à moi. Ouais. Voici pour t'aider. Ouais. Nul à chier. Non. Bah ouais, mais moi j'aurais pensé ça. Je trouve qu'il y a un truc aussi avec. Bon, pareil, peut-être que c'est moi qui fantasme ce truc-là, mais avec le podcast, le fait qu'on parle beaucoup de nos métiers, et un truc super d'ailleurs que je trouve qui se fait, c'est que ça désacralise tout ça. Ça, je trouve ça génial, parce que c'est en désacralisant que tu dis aux gens, bon, en fait, c'est accessible, tu vois. Donc ça, je trouve ça super. Mais ce truc-là fait qu'aussi tout le monde est un peu facilement, tu sais, fait des critiques en pensant savoir. J'ai déjà fait 2 photos, je suis un peu réel, quoi. C'est ça. Et tu vois, moi, par exemple, je préfère qu'on me dise. Bon, bah, cette scène, elle m'a pas fait rire, c'est de la merde. Moi, j'ai aucun problème avec le c'est de la merde, par exemple. Mais quand tu commences à me dire, ouais, je crois que le montage, t'as pas trop réfléchi ton cadrage et tout, je fais, ouais, gars, attends, pardon, mais si, ça fait 5 ans que je travaille dessus. Partir du principe que les choses ne sont pas des choix, ça me dépasse. Ça, c'est dingue, hein. Ça c'est dingue. Bah, tu sais, ça revient un peu à ce que dit, bon, quand c'est Pascal Pro, je m'en bats les couilles, mais qui dit, il a pas assez bossé, tu dis, waouh, gars, si tu savais. Et j'y crois de moins en moins à ça, d'ailleurs. Mais c'est même pire, en plus. Tu sais, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui font ce genre de critique, où tu dis, mais tu sais, quand tu dis c'est pas assez bossé, ça n'a aucun sens. Et c'est presque plus vexant pour nous que si tu disais c'est de la merde. Alors qu'en vrai, moi, je préfère que tu dises ça. Parce que... En vrai, je peux comprendre. C'est vrai que moi aussi, des fois, je vois des trucs et je me dis, c'est paresseux. Ouais. C'est genre, c'est pas assez... Tu vois qu'ils se sont arrêtés un truc qu'ils savaient déjà faire, ils ont pas cherché à mettre un truc en plus, tu vois, notamment dans des formats courts. Ouais. Tu dis, c'est bon, la plateforme avait déjà signé, ils avaient un gros nom derrière, ils savaient que ça allait être un peu allez, vu. dis le titre, Fanny, t'as un truc très précis. Non. T'as dit beaucoup de choses. Tu sais, genre, imaginons sur telle plateforme. Oui, bon, allez, Fanny, c'est bon. Non, mais j'entends, mais je le pense de moins en moins d'œuvres. Ça m'arrive encore. Mais avant, j'avais moi, je suis un enfant des forums cinéma, donc. Il a dit la phrase. Je suis un enfant d'eux. Bah oui. Après, je te dirais, mais tu sais, pour moi, le cinéma, c'est. Je te ferai ça aussi. Non, mais moi, j'ai grandi avec les forums cinéma, donc les gens qui daubent sur les films, c'est pour ça que ça me vexe pas tant que ça non plus, parce que je faisais ça quand j'étais jeune, tu vois. Ça fait partie du truc, quoi. Ça faisait partie du truc, et puis c'est pas grave. Enfin, ça, c'est bon, voilà, c'est dur quand. Et ton film marche pas, et t'as des mauvaises critiques presse, et des mauvaises critiques publiques, et là tu commences à te dire, bon, peut-être que je suis une merde en fait. 6 ans, c'était long pour ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai de la chance que le film marche plutôt bien. En vrai, j'ai plein d'avis positifs, donc les négatifs, et en plus, c'est plutôt des trucs que je comprends souvent, donc voilà. Mais ce truc de paresseux, je l'ai de moins en moins. Je me dis, en fait, je crois que parfois, c'est des gens qui pensent. Parce que paresseux, souvent, c'est quand tu te dis, ou t'as pas assez bossé ou des trucs comme ça. C'est des gens qui se reposent sur leurs acquis. Ouais. C'est ça que tu penses en tant que spectateur. Et ça, moi, des fois, je me bats beaucoup contre ça, en me disant, parce que j'aime bien faire ça, le public aime bien quand je fais ça, donc pourquoi pas le faire ? Enfin, tu vois, c'est des mécaniques de pensée où des fois, tu te dis, est-ce que du coup, si je fais ça, je me repose sur mes acquis ? Parce qu'en même temps, j'aime bien le faire, je pense que c'est efficace, je pense que ça, c'est drôle, je sais que le public peut kiffer. Et ce truc-là, je pense que... Et les gens qu'on trouve pas, qui deviennent paresseux, je pense que ça marche tellement longtemps ce procédé que c'est une surprise pour eux quand le moment ça marche plus et qu'ils se disent putain. Ça va être horrible d'être connu parce que le public il est juste content que t'aies fait un truc sans se demander si c'est bien quoi. Tu sais jamais. Bah
Et à un moment, tu le sais. Oui. C'est-à-dire qu'en plus, je trouve que ça marche jamais très longtemps, ça. Tu vois. Et moi, je pense vraiment que ces gens-là, ils pensent pas. Après, bon, je dis ça, je me contredis un peu, mais j'ai déjà bossé avec des auteurs, pour le coup, des auteurs, pas des stars, mais des auteurs qui disent non, mais ça fera marrer les gens. Et ça, je trouve ça fou, cette phrase. Ah ouais. Ouais. Qui dit non, mais ça, c'est marrant, ça marchera. Tu dis, mais toi, ça te fait pas de ouf gaulerie. Mais si, ça marche. Et tu dis, bah non, là, vraiment, là, pour le coup, t'es paresseux. Tu dis, bah non. Ça fera marrer les gens. En plus, c'est tellement horrible l'écriture parce que ça passe par 14 moulinets de. Alors là, c'est l'écriture. Voilà. Donc la blague, est-ce qu'elle est drôle? Oui, non. Ensuite, elle va être jouée. Est-ce qu'en étant jouée, elle va être drôle ou pas? Est-ce qu'ensuite, en étant filmée de telle ou telle façon, est-ce qu'elle va être drôle ou pas? En étant montée de telle ou telle façon, en étant mixée de telle ou telle façon. C'est fou. Moi, je me souviens sur La Flamme et même sur mon film, le mix gâchait des blagues. Ah ouais, c'est ouf. C'est incroyable. Le fait que d'un coup, t'entends trop bien ou que justement tu veux trop faire la vraie. Parfois les mixeurs veulent trop faire la vraie vie, tu vois. Donc d'un coup ils vont te mettre un oiseau qui passe ou des trucs comme ça parce que d'un coup t'es dans une forêt et tu dis ouais mais l'oiseau qui passe il me nique mon timing de blague et ça c'est incroyable. Donc toi t'es pour la chasse? Ouais. Alors attends. T'es forte putain. Devenue Élise Lucet. Eh oui. Très très forte. Mais où est-ce que t'as réalisé quelque chose toi il y a pas longtemps? J'ai réalisé un cours. C'est un cours, ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs il est sorti? Non, toujours pas. Oh, c'est long. Tout est long. Le c'est long. cinéma, Ça, c'est terrible. Mais surtout, j'imagine, pour des gens comme toi qui sont habitués à la scène, ça doit être. Mais fou. ouais, non, moi je suis là, mais les gars, on a fini depuis 3 mois. Il est où? Non, mais là, du coup, ouais, ça commence à. Parce qu'il est envoyé en tous les festivals. Bah, c'est ça. Et il a été pris dans 0 festival. Ah, et ça me fout en l'air parce que je l'aime trop. Bah oui. Et je ne comprends pas. Je pense être capable de voir quand j'ai vu un truc qui est pas ouf. Ouais. Mais là, je l'aime trop. Les acteurs, ils sont incroyables. Donc ça me fout en l'air. Mais après, faut savoir que je dis pas du tout ça, t'as pas besoin de moi d'ailleurs pour être rassuré, mais les festivals de court-métrage, ils en reçoivent 14 milliards. Ouais. Et ça veut rien dire, quoi. Enfin, de toute façon, en plus, ce qui est cool, c'est que t'as déjà ça fonctionne pour toi. Donc le court-métrage va être vu. C'est ça le principal. Non, c'est ça, donc juste, t'en as rien à foutre. Mais de toute façon, je vais te dire un truc, c'est marrant parce que moi, on m'a posé la question. Tu sais, les gens, des fois, ils veulent être gentils. Ils me disent, bon, bah là, nomination César premier film pour les Leroy. Et tu sais, je suis genre, franchement, je pense pas du tout. Et c'est pas grave, franchement, je m'en fous. Et je dis, non, mais je pense pas. César, ils sont super snobs avec la comédie. Bah, c'est ça. Il y a un côté, il y a ça. Sauf si ton film marche très bien. Si t'as fait une comédie qui a très bien marché d'un coup, c'est pas qu'ils se sentent obligés, mais je pense qu'il y a un peu un truc de on peut pas fermer les yeux sur un premier film qui a fait 1 million d'entrées. C'est qu'il a quand même dû capter quelque chose. Et mon film, il est pas ouf en réal, par exemple. Mais c'est parce que j'ai pas cherché ça. Tu vois, C'est quoi un film ouf en réal? Non, mais disons, pour avoir des prix, je parle. Enfin, tu vois, tu te dis pas en voyant le film, oh là là, je viens de découvrir un réalisateur. Tu vois, je pense que tu te dis c'est marrant ou c'est pas marrant ou c'est émouvant, c'est pas émouvant, mais tu te dis pas j'ai pris une claque, je pense pas que tu te dis j'ai découvert un artiste en voyant mon film, je pense pas. Et je l'ai pas fait pour ça, j'en ai rien à foutre. Bah un artiste peut-être plus sur l'écriture que sur la réal, ouais. Mais en même temps, est-ce que la comédie ça s'y prête vraiment? Moi je pense pas. Mais c'est Seth Rogen qui dit ça, qui dit mais en vrai, de vrai, il parlait de Michel Gondry qui avait fait le Green Hornet, donc il y a un incroyable réalisateur et il disait mais en fait faut pas trop des incroyables réalisateurs qui ont des idées de ouf pour la comédie, parce que la comédie, tu passes ton temps à essayer de faire marcher des trucs. Et par exemple, si tu penses beaucoup ton cadrage, etc., mais qu'au montage, ça marche pas trop, bah, tu vois, si t'as pas fait un bête champ contre champ et un plan large, où du coup, tu peux peut-être te sauver avec le montage, t'es baisé, quoi. Et moi, j'en ai vu, maintenant, avec ma petite expérience, je vois des comédies qui, parfois, sont pas très marrantes, et tu sens que la personne, c'est pas couverte, quoi. Tu vois, tu te dis, si tu restes encore sur ce plan avec cette prise qui est pas ouf, c'est qu'il te manque un autre plan pour couper un peu la blague et passer à autre chose. Et moi, je pensais qu'à ça. Ça veut pas dire que je pense pas à mon cadrage, ma lumière, tout ça, mais je me dis toujours, attends, au montage, faut que je fasse gaffe parce qu'il faut pas que je me retrouve bloqué, quoi. Il y a des gags que tu pensais qu'ils allaient marcher? Je suis bloqué avec le truc qu'enlève les agrafes. C'est fou, ça, ou pas? Quand tu dis bloqué, c'est... Regarde, je me le suis planté. Est-ce que c'est inquiétant ou... Bah, j'arrive pas à l'enlever depuis 10 minutes. Attends, c'est bon, j'ai réussi. Bon, il y a un trou, mais c'est pas grave. Ah oui, il y a vraiment un petit... Je sais pas si elle est pas en... Je suis la première blessure ou pas Non, mais ça va, je m'en fous. Non, mais regarde ça. Non, ça va. Quel malade mental. Oui, bon, écoute. Un fou allié. Tout simplement un fou. Tout simplement. Un petit pull à 24. On est là. Je suis un trou du cul. Je l'ai acheté il y a longtemps. Tu sais, c'est les pulls. Before it was cool. Alors, déjà,
Déjà, parce que c'est vrai que maintenant, et j'en passe une pour Léopold Lemarchand qui la met tout le temps, ou Seb Lafrite, ou tous ces gens-là. Citez-moi 10 films qu'ils ont fait, voilà, et on en reparle. T'es vraiment un connard. Non, mais Ah je l'ai ouais, pas t'aimes les acheté. Ramones Ah ouais. hein Ah oui, c'est ça. Miley Cyrus, elle a un t-shirt Iron Maiden, bah super. Non, mais moi c'est vraiment, je l'ai acheté à l'époque. Mais maintenant, du coup, j'ai un peu honte de le mettre parce que ça fait déjà un peu trop du cul. Mais je suis un peu un trou du cul. Mais Faut être honnête. bienvenue dans ce podcast des trous du cul, tout simplement. Donc oui, toi, il y a des gags auxquels tu croyais de ouf quand tu les as écrits, quand t'as pensé à la scéno, et puis en fait, sur place, tu t'es dit nope. Ouais, oui. Après, moi, je suis pas très gag. C'est plutôt des phrases marrantes, des dialogues où tu dis putain, ça sonne. Hein. Tu le joues. Mais après, il y a les répètes. Je fais beaucoup de répétitions. Et c'est joué. Et tu fais et non, tu vois. Et moi, j'ai tellement pris l'habitude d'écrire en plus avec des gens qui jouent ce que j'écris très vite. Tu vois, à La Flamme, il y avait Jonathan Cohen autour de la table, le Caplin, il jouait tout de suite les blagues. Enfin, tous ces gens-là, Bentala, tout ça. Enfin, c'est des gens avec qui j'ai travaillé et ils jouaient tout de suite. Donc en fait, tout de suite, tu savais si ça sonnait bien ou pas la réplique que t'écrivais, quoi. Et avec Vermine, qui est un film d'horreur que j'ai fait, et Les Leroy, j'ai appris à m'exciter sur une phrase. Parce que d'un coup, dans ma tête, ou moi quand je la joue, etc., et puis d'un coup, tu la donnes à un autre acteur et tu fais ah non. C'est pas que l'acteur est pas assez bon, c'est que ton dialogue n'est pas fait pour ce ton-là, cette comédie-là. Voilà. Donc du coup, tu la sautes, tu la changes. Mais après, l'inverse est très vrai aussi. C'est que d'un coup, tu rencontres un acteur, son phrasé, sa façon d'être, et d'un coup, tu te dis ah putain, mais cette phrase-là, dans cette bouche-là, c'est trop marrant, alors que dans ma bouche ou n'importe quelle autre bouche, c'est pas marrant. Gainsbourg, elle a vraiment ça, par exemple. Est-ce que ça t'a un peu effrayé justement de bosser avec des comédiens non seulement qui étaient plus connus que ceux avec qui t'avais bossé avant, mais aussi Charlotte qui a ce truc charismatique incroyable. Ouais. Et genre, je sais pas, au début, t'avais du mal à lui dire genre ouais là, tu vois la blague de branlette, tu vois tout au début du film et tout, genre je voulais un peu dire, Ouais. ça doit être terrorisant. Écoute, non. Ce qui est terrorisant, c'est de la rencontrer la première fois. Ça, c'est terrorisant parce que tu te dis... En plus, moi, je l'ai fait chez elle. Donc, tu sais, il y avait un truc de je vais dans son intimité. Je sonne à Gainsbourg. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais il y a vraiment ça, tu vois. Et du coup, t'es genre, quand tu montes l'escalier, je me souviendrai toute ma vie, de monter l'escalier jusqu'à son appart, avec l'angoisse, le stress, et en plus c'était complètement ubuesque parce que quand j'ai sonné, elle avait oublié notre rendez-vous, donc elle faisait son sport, donc elle était ruisselante de sueur. Elle me dit je vais me prendre une douche. Elle va se doucher, je suis tout seul dans son appart, j'ai pas encore enlevé mon blouson et je me dis là s'il y a des gens de sa famille, il faut que j'explique, c'est ridicule. Enfin c'est vraiment c'est une cata. Ah, wow. Et en plus moi elle était pas à 200% tout de suite sur le film. Elle avait des doutes. Elle disait c'est marrant. Mais je sais pas, il y a des trucs que je sens que je pourrais pas les jouer, puis je trouve le personnage féminin pas très intéressant sur tel aspect. Donc très inquiétant, tu vois, tu te dis je vais pas dans une maison où la meuf va me dire t'es trop fort mec. Et en plus c'est Charlotte Gainsbourg. Mais en fait, elle est tellement gentille, c'est le premier truc que je dirais parce que moi j'ai vraiment eu que des gens gentils sur mon tournage. Et c'est important. Sauf un. Que vous pouvez deviner en commentaire. Non, j'ai vraiment eu que des gens gentils, mais... Et elle a vraiment été adorable. Et effectivement, en plus, t'as ce côté qui est ridicule, en vrai, mais qui se fait automatiquement. Elle est très connue, très charismatique, machin. Donc, que elle soit gentille, ça te touche encore plus qu'un no-name soit gentil. Tu en es tellement habitué aux artistes connards qu'on se dit, putain, c'est trop cool, elle est sympa, quoi. C'est la première phrase que disent les gens quand ils croisent des gens connus. Charlotte, c'est un amour. Tu sais que je l'ai vue, Fanny Ruet, tu sais qu'elle est sympa. Eh ben, tu la portes. Putain. Moi, je trop sympa. Connasse, non, parce qu'on voyait les chroniques, on se disait, elle déteste tout le monde. Elle est trop sympa, la meuf. Non, mais. Et elle est vraiment gentille et elle était angoissée. Et ça, moi, je trouvais ça dingue. Parce que la comédie, et moi, je lui dis, mais tu sais que je viens de chercher parce que la comédie. Je viens pas te chercher pour casser une image ou quoi que ce soit, je viens te chercher parce que j'ai vu Prête-moi ta main et que t'es trop marrante dedans. Parce que je t'ai vu dans Ma femme est directrice et que t'es trop marrante. Parce que je t'ai vu dans La Bûche et que t'as eu un César tellement t'es marrante dans le film, tu vois. Donc je lui ai dit. Et elle me dit non mais... C'est fou d'être dans un moment dans ta vie où tu dois rassurer Charlotte Gainsbourg. C'est ça. Et en plus surtout qu'elle me disait cette phrase, elle me dit ouais mais tu sais moi la comédie ça me fait super peur et tout. Et je dis mais t'as fait des trucs tellement fous chez Lars von Trier, c'est ça qui fait peur. Elle dit non mais ça c'est rien. Et elle te dit ça c'est voilà... Tu te lâches et des trucs, mais dans une comédie, tu sais, dans la salle, si ça arrive pas, c'est dur et machin. Et donc tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Et je pense que c'est ça qui m'a rassuré, c'est de me dire, ah ok, cette meuf-là,
a besoin d'être rassurée. Et moi, je sais que je suis très comme ça. C'est genre, quand je suis angoissé, s'il y a quelqu'un de plus angoissé que moi, je vais faire non, t'inquiète, ça va bien se passer. Et du coup, je suis plus du tout angoissé. Tu deviens le daron, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai un côté un peu daron. Et après, ce qui était super, c'est qu'elle est trop forte, quoi. Enfin, moi, ça a vraiment, je me suis trop bien entendu avec tout le monde, avec José, qui est vraiment un militaire, c'est-à-dire qu'il fait tout ce que tu lui demandes au quart de tour, et il est tellement heureux. Et sur un plateau, il met tellement une bonne ambiance, c'est tellement cool quand il est là et tout. Mais c'est vrai que Charlotte, il y a vraiment eu un coup de foudre artistique de, putain, mais c'est génial parce que mon écriture, qui est justement un peu blague de branlette, des trucs machin, dans sa façon de jouer, c'est incroyable. Il y a un truc musical qui est trop cool, quoi. J'ai l'impression d'avoir, ouais, c'est ça. D'un coup, je faisais du rock un peu bourrin, et d'un coup, il y a une meuf qui chante trop bien, et d'un coup, ça devient du coup encore mieux parce que c'est plus original et on l'a moins entendu et ça fait trop plaisir. Et puis, elle a 50 piges, donc enfin, il y a plein de choses qui se mélangent un peu et que moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Et puis, c'est une bosseuse de dingue. Et puis, il y a, tu sais, je pense que les gens marrants, ils sont prétentieux parce qu'il faut être prétentieux pour dire que t'es marrant. Tu vois, alors t'es enfin en niveau de prétention. Mais une meuf, et il y en a d'autres, mais moi, sur elle, en tout cas, j'ai travaillé avec elle, donc ça m'a choqué. Une meuf aussi marrante, en étant persuadée de pas être marrante, ça rajoute une espèce de couche comique. Parce que, alors est-ce que c'est parce que ça, elle fait un peu ingénue ou je sais pas, mais je trouve que ça emmène la dimension comique ailleurs. Parce qu'elle te fait rire en jouant le truc sans faire exprès d'être drôle. C'est un truc très relatable de ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être moi. Peut-être je suis drôle, je le sais pas. Tu vois. Ouais, en tout cas, il y a un truc, c'est assez fou, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet, tu vois. José, je l'adore dans le film, il y a des effets. Parce que même mon écriture a des effets. Mais le talent de Charlotte, c'est de gommer un peu mes effets. Et quand même, c'est drôle. Donc là, le but des blagues fonctionne. Mais dans un truc beaucoup plus vrai, sincère, moins on your face et tout. Et ça, j'adore, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah putain. Et tu vois, de mettre cette meuf en contrepoint d'un Méniel ou d'une Sophie. Alors, pour le coup, on l'a pas fait dans le film, mais ou d'une Sophie Marie Larouille, des choses comme ça m'excite, en fait. Je me dis, ah putain, mettre des clowns qui sont vraiment, pour le coup, des chiens dans des jeux de quilles, tu vois, qui peuvent vraiment faire des grosses propales et tout, et mélanger ça à cette meuf. C'est des fois dur, j'ai l'impression de faire exister des gens qui existent fort ensemble. Ouais. Tu vois, deux personnalités qui prennent toute la place, oui. Tu vois. Mais ça, je crois aussi, c'est la chance que j'ai eue sur ce tournage, de personne n'avait d'ego aussi. C'est-à-dire que. Mais je l'avais déjà aussi observé sur La Flamme, bizarrement, où on aurait pu croire, tu vois, il y avait que des stars. Ça peut être un gros concours de. Moi, franchement, quand Jonathan moi, c'est ça ma grande blague sur La Flamme. C'est que quand il me propose la série, moi, je le fais jusqu'au bout du monde, Jonathan, parce que je trouve que t'es un des mecs les plus marrants sur Terre. Je n'y crois pas une seconde. Je dis. Un remake d'une série américaine qui a 10 piges, qui parodie Le Bachelor, qui n'existe plus en France depuis 15 piges. Et il me dit, ouais, il y aura Leila Bekti et Xavier Chopoulos, tout ça. Je fais, bon, si tu veux, essaie de les avoir, mais voilà. Et même quand il dit, ouais, je les ai, je fais, ouais, bah, va faire exister tous ces acteurs qui ont tous des partitions où des fois ils sont en figu, tu vois, ou des fois Florence Foresti qui joue une aveugle. Elle ne parle pas de la scène. Et genre, elle va rester derrière et rien dire et elle va pas essayer de prendre de la place et tout. Et que lui, avec Jérémy Galland, le co-réalisateur, ils aient réussi à faire exister tout ça. Je me suis dit, bon, déjà, peut-être c'est un truc aussi, peut-être féminin, mais en tout cas, il y a un truc qui fonctionne, tu vois, putain, c'est possible. Et quand ça se fait, c'est génial, quoi. Et donc, moi, c'est pour ça que sur mon film, je l'ai fait aussi. Ça m'a donné confiance sur mon film, parce que j'avais peur de ce truc-là un petit peu aussi. Mais ça m'a donné confiance sur mon film de, non, on peut mettre plein de gens marrants dans une pièce, et c'est marrant, et ça joue pas à acheter la couverture de je suis le plus marrant. Et ça, j'ai envie de le faire tout le temps, parce que je trouve que c'est génial, parce que t'as plein de façons d'être marrant dans un seul et même film, et moi c'est ce que j'adore au cinéma, c'est que d'un coup je vais rigoler parce que une meuf glisse sur une peau de banane, mais que la blague d'après c'est un mec qui philosophie sur la mort, et que la blague d'après c'est une meuf qui philosophie sur la vie, enfin tu vois, et après t'as une blague de peau de banane. Enfin moi c'est ça que j'adore dans la comédie, et d'un coup il y a un jeu de mots. Moi j'aime bien quand il y a tout, c'est vrai que c'est un truc qui me plaît. Je préfère la générosité. Je suis pas un sniper, moi je me vois plus comme un mec qui mitraille. Il y a pas toutes les balles vont atterrir sur la cible, mais pour certains si, tu vois, la cible est pas la même pour tout le monde. Et s'il y en a une qui te fait pas marrer, t'inquiète, il y a plein de balles qui vont tirer dans la même minute, et normalement celle-ci elle devrait te plaire. T'avais peur des fois parce que la ligne elle est très fine des fois entre des trucs comiques qui peuvent devenir cultes et des trucs qui se veulent comiques mais qui sont vraiment lourds. Ouais. T'avais peur de ça?
Bon, déjà, je pense que c'est pas vraiment ta question, mais j'essaie pas de réfléchir trop comme ça. Je me dis juste qu'est-ce qui, selon moi, est drôle ou pas drôle, ou lourd ou pas lourd, ou voilà. Je pense pas à culte, et puis je pense pas. En fait, c'est toujours ce truc de penser au personnage, quoi, de me dire ok, c'est quoi le mieux pour le personnage. Et moi, je sais qu'au tournage, je me permets plein de versions. C'est pour ça que j'ai aussi un chef-op qui travaille vite, parce que j'ai besoin de faire pas mal de prises. Alors en vrai, ça va, hein, je suis pas non plus à 40 prises, mais je peux en faire jusqu'à 5-6, ce qui est un luxe hein, dans le cinéma. Enfin, des fois, t'as pas le temps. Et j'aime bien bouger un peu le curseur. Et par exemple, avec une machine de guerre comme Charlotte, tu peux vraiment lui dire ok, sur cette prise, t'es triste. Genre, ok, sur cette prise, t'es triste, mais ça t'énerve un peu, donc t'es un peu plus cassante. Ok, sur cette prise, c'est quoi? On enlève le côté triste. Juste, t'es énervé. Et au montage, parfois, je mets un peu de chaque prise, et ce gloubi-boulga-là fait que la scène, elle a un ton, et ça m'évite d'être lourd. Tu vois. Et c'est marrant, par exemple, il y a une scène dans le film qui aurait pu être lourd, alors pas dans la comédie, mais dans le drame, donc un peu cucul-à-praline, un peu mielleux. C'est à la fin quand la gamine met un poster, elle affiche un poster qui est, et que tu te désamorces très vite. Et que je désamorce. Mais on a tourné les deux. On a tourné un truc où on le désamorce pas, parce qu'à un moment je me dis, putain, imagine, les gens ils sont à fond dans l'émotion, peut-être ça fera chier de casser avec une blague. Donc on fait une prise où elle désamorce pas. Et après je dis, c'est quoi? On fait la prise où elle désamorce parce que c'est plus logique avec le. Moi je préférais la prise où elle désamorce. Mais de base, ça je pense c'est ma pudeur personnelle, je préfère quand ça désamorce à la fin. J'ai du mal à finir une scène sur les violons, quoi. J'aime bien quand il y a. Et petite blague, voilà. Parce que même si elle te fait pas rire, tu ressors de la scène un petit peu. Ok, j'ai repris une petite inspiration, quoi. Et c'est la blague que les gens préfèrent au cinéma, souvent. C'est une des blagues préférées du film. Parce que vu qu'on a enchaîné 3 scènes un peu émouvantes, que là, t'es une grosse blague, et après, il y a la blague du chauffeur de bus sur le canapé, du chauffeur du taxi sur le canapé. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça va être incroyable. Ouais, j'essaie d'être. Non, mais le chauffeur, là, il est dans le canapé, alors qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais voilà, et c'est les deux blagues qui marchent bien, mais je sais qu'elles marchent parce qu'il y a eu le montage, et ça, c'est un truc, je trouve, c'est très difficile d'avoir cette vision-là au tournage. De te dire, ok, là, normalement, les gens, après 3 scènes d'émotion, ils seront dans tel état, donc il faut que je mette la bonne blague, etc. Donc moi, j'aime bien me laisser des possibilités. Après, je suis pas un fou d'impro, par exemple, mais il y a un truc que je fais qui marche très bien, enfin, en tout cas, dans ma méthode qui marche très bien, c'est je garde les anciennes versions de scénario, et bah voilà, t'as fait un court-métrage, tu fais souvent plusieurs versions, et bah tu coupes des trucs pour telle ou telle raison, et des fois en coupant des trucs, tu coupes aussi des blagues, ou tu coupes des dialogues que t'aimais bien, etc. Donc moi je relis les anciennes versions des scènes, et je me dis, ah putain, cette blague, est-ce qu'elle me fait encore rire et tout, et celle-là, je crois qu'elle était un peu drôle quand même, dommage qu'on les virait, machin, et on les retourne, enfin je les tourne dans la prise de la journée, quoi. Donc je tourne la scène comme elle est écrite dans la dernière version, et je fais des petites alternatives sur certains trucs. Ça va être une énorme tanasse en montage. Ben, au moins, ça t'ouvre des possibilités. Et au final, c'est pas tant une tanasse, parce que tu vois ce qui est drôle et ce qui est pas drôle. Tu vois ce qui marche et ce qui marche pas. C'est assez... Non, mais juste de ranger. Juste quand tu fais l'ours, t'as tout tes... Ah bah, ça, j'ai un super monteur pour ça qui... Mais tu sais, nous, avec mon monteur, on a même développé une méthode qui doit exister, hein, mais qui est... Genre, des fois, il coupe en mettant juste la phrase de la prise, et il met les 5 prises de la même phrase côte à côte pour qu'on sonne celle qui sonne le mieux. Genre, bah merci pour ton podcast, merci pour ton podcast, merci pour ton podcast. Et tu te dis, là, 3 pas mal. Et on s'amuse avec ça, quoi. Et après, effectivement, on fait quand même le recul pour avoir la scène en entier, on voit, on ajuste et tout, quoi. Mais c'est une méthode que moi j'adore parce que déjà, c'est très ludique à faire. Donc c'est un puzzle, quoi. Ouais, puis même quand tu tournes, d'un coup, l'acteur, il dit, ah cool, dans cette prise, on fait autre chose, ok. Enfin, tu vois, il y a un truc toujours de jeu et d'amusement qui fait que tu te fais jamais chier et ça met une ambiance plutôt chouette, quoi. Et honnêtement, il y a des trucs qu'on a mis sur le plateau. Tu vois, par exemple, la scène du gendarme avec Simon Astier et Charlotte Gainsbourg. Le week-end avant de la tournée, je la relis et je fais, putain, c'est con, elle est trop passive, Charlotte, ça manque de vannes et tout. Et je regarde dans mes anciennes versions que j'avais changées parce que des fois Charlotte me disait, ça c'est trop gag, je crois, pour moi, je ne me vois pas le faire et tout. Et je lui dis, tu sais quoi, je l'ai relu, je pense que, tu sais, ça faisait 2 semaines qu'on avait tourné, je fais, franchement, on la tente. Elle me dit, allez, vas-y, on la tente. Et c'est le truc où bon, bref, je vais pas dire les blagues de mon film, mais en tout cas, elle fait une blague de tout et les gens, ils rigolent trop à cette blague dans le film. Et le hurlement avec le volant, c'était pas prévu. Et on l'a remis le week-end d'avant, alors que ça, pour le coup, dans l'annonce, c'est quand elle mord le volant en hurlant, là. Et ça crée toujours un truc parce que d'un coup, moi, j'avais pas du tout prévu que son cri, ce soit un cri comme ça. Le cri, il est terrorisant. Donc, en fait, pendant la scène, quand on la tourne, à la base, Simon, il devait dire, oh là là, mais ça va pas du tout, c'était juste ça, quoi. Et donc, elle fait le cri.
il fait sa réplique. Et donc la prise d'après, on hurle de rire tous, on se dit mais c'est quoi ce cri Charlotte? Et elle est là, tu sais, c'est Charlotte, donc toujours elle fait ah quoi, ah oui, ah bon, tu vois, alors que vraiment elle a déchiré la Bourgogne en deux avec ce cri. Et du coup je dis à Simon, faut que tu dises que c'est terrorisant parce que ça l'est, tu vois. Et donc du coup on dit waouh, c'est terrorisant ce cri, il m'a glacé le sang. Et après on a l'idée, lui en impro à la fin de dire par contre vous refaites pas le cri, enfin et d'un coup cette scène, moi c'est une de mes scènes préférées du film, c'est souvent la scène que les gens, enfin c'est une scène qui fait beaucoup rire. Et je me dis, c'est incroyable l'histoire de ces scènes, parce que vraiment, elle a tellement évolué, mais de malade. Elle a évolué avec tous les partis, enfin tout le monde a mis son grain, et putain, c'est trop beau, quoi. Enfin, c'est ce qui rend, c'est ce qui fait que c'est trop bien de faire des histoires, quoi, où tu te dis, tu retrouves la collaboration, le travail ensemble, chacun, on joue, quoi. Et ça, moi j'adore ça. Est-ce que quand genre TF1 est rentré dans la boucle à un moment? Bah très tôt, hein, ils sont coprod, donc enfin même co-distrib, pardon, pas coprod. Et est-ce que t'as eu peur à un moment qu'ils te bloquent dans des choses? Bah c'est drôle parce que honnêtement, oui, parce que j'avais une image de TF1, tu sais, moi j'ai grandi avec les guignols de l'info, enfin tu sais, c'était un truc de. Et honnêtement, bah ça n'a pas été le cas, quoi. Franchement, ils ont été trop cool. Moi, je pensais que, moi, c'était surtout la scène de Bander dans les bus, justement, où je m'étais dit, waouh, ça peut bloquer, quoi. Tu vois, la gamine qui dit Cyprine, ah oui, c'est la mouille des femmes. Tu sais, c'est très graphique comme dialogue. Oui, il y a des darons qui vont vraiment apprendre des choses au premier degré. C'est ça. Et c'est une scène qui divise, hein, vraiment. Moi, je sais que les mauvaises critiques qu'on a, c'est vulgaire, par exemple, la scène du bus. Je sais qu'elle divise. Mais bon, moi, je suis fan de. Enfin. Et en plus, elle est pas gratos, cette scène. Elle raconte un truc sur le père de, bah, si tu veux un peu parler de choses avec ce père, tu dois passer un peu par cette. Bon, bref. Ouais, c'est pas gratuit, c'est un vrai chemin vers autre chose. Non, c'est un vrai chemin c'est un film qui parle vraiment du manque de dialogue dans une famille. Donc, de parler de trucs très crus et te rends compte que c'est là qu'ils vont se parler le plus dans le film, quasiment. Je trouvais que c'était marrant, quoi. Et intéressant. Et ça n'a jamais posé de problème. Jamais posé de problème. Après, je vais pas te vendre un truc idyllique sur le casting, par exemple. Ils ont été plus, tu vois, ils avaient des questionnements sur le couple, par exemple. Si j'étais venu, alors c'était pas le cas parce que moi j'ai toujours voulu bosser avec Charlotte et José, mais à un moment au début José était pas dispo, donc on est parti sur d'autres acteurs et des fois ils me proposaient des noms où j'étais genre mais pas du tout, qu'est-ce que vous dites? Et d'inversement, moi des fois je propose. Et oui, Philippe Lachaud, tout simplement. Non, mais enfin en tout cas des acteurs en plus doués, mais qui étaient juste pas les acteurs, pas pour ce rôle-là, quoi. Et inversement, des fois moi je leur disais des noms, ils me disaient mais Florent, enfin personne n'ira voir un film avec tel acteur et Charlotte à côté. Enfin tu vois, donc tout ça c'était un débat où pour le coup tu découvres ce qu'est le marché ou des choses comme ça, qui est en plus un truc terrifiant parce que bah, tu sais très bien que ça dit ça maintenant, mais qu'il suffit que tel acteur ait 2 succès pour qu'on dise mais pourquoi t'as pas pris tel acteur? Bah bon, c'est le truc le plus mouvant de la Terre, quoi. Mais voilà, ça a été ça vraiment les débats, disons, avec TF1. Mais honnêtement, tu vois, il a été acheté par TF1 aussi en diff, que ce film-là sera potentiellement à 20h50 un jour, un dimanche soir. Je trouve ça fou. C'est fou, ouais. Je trouve ça fou parce que le ton, puis c'est un premier film, hein. Moi en vrai, je vais pas faire un énorme shout-out à TF1 pendant 25 minutes, mais honnêtement, ouais, c'est assez dingue la liberté que j'ai. Après, on est un petit film, on n'a pas coûté 1 milliard d'euros non plus, mais la liberté, c'est aussi mes producteurs qui m'ont beaucoup protégé. La liberté de faire ce film comme ça, d'être autant suivi par tous les acteurs, moi je me sens vraiment béni des dieux là-dessus, quoi, parce que j'ai vraiment eu un truc de tout le monde m'a suivi, quoi. Personne m'a dit trop vulgaire, les 3/4 sont des gens d'une génération un peu internet, stand-up, tout ça, est-ce que ça. Enfin, tu vois, ils auraient pu me dire oui, sympa, Adrien Méniel, mais est-ce que tu veux pas mettre. Même un gars que j'adore, tu vois, Hakim Gemili, qui est plus connu. Et ça n'a jamais été le cas. Ils m'ont jamais essayé de me vendre des acteurs où sur une bande-annonce, ça aurait plus, excité peut-être le grand public qui ne connaît pas Adrien. Non, ils avaient un truc. Et je suis ravi aujourd'hui parce que il y a un public plus grand qui découvre ces gens-là, tu vois, des Sophie Marie, des Adrien. Ouais. Et moi, c'est mon bonheur, quoi. Et de me dire que, pas grâce à moi, tu vois, mais si ça peut donner une toute petite pierre au fait qu'on les voit plus, c'est même pas parce que c'est mes potes, c'est parce que moi je suis fan d'eux. Donc si je peux les voir dans plein de trucs, si on peut donner de l'argent à ces gens pour faire des films, moi je serais trop content, quoi. Donc c'était même le but de base. Comment ça s'est passé? Donc tu l'as commencé à 6 ans? Ouais, un truc comme ça, ouais. Je sais pas, ma voix, c'est ridicule.
Je ne sais pas comment te le dire, mais en effet, Ouais, c'est ridicule. tu es ridicule, tout simplement. Je me disais pourquoi Fanny me pointe du doigt en riant hors micro depuis 10 minutes. Oui. Mais ouais. Eh oui. Ouais, du coup, 6 ans, c'est long. Il y a eu le Covid. Ouais. Donc c'est un peu. Ouais, ça a un peu ralenti le délire. Ce qui a vraiment ralenti le délire, c'est le cast. C'est le fait que José soit pas dispo au début et qu'il a fallu le remplacer. Et en gros, pour tout te dire, il y a un autre acteur qui avait dit oui, très connu. Ouais. On m'a tout dit. Et là, au mixage, elle remonte le truc, elle se double avec une IA et elle me fout dans la merde. Mais oui, voilà, il y avait un autre acteur très connu qui avait dit oui. Et du coup, ça s'est un peu emballé. Même le budget avait un peu grossi par rapport au film qu'on a eu à la base. Et voilà, après, on n'a plus eu trop de nouvelles. Bon, c'était un peu compliqué. Et quand ce mec-là est parti, bon, bah, ça rend les choses un peu. Oula, bah, pourquoi il est parti, tu vois? Ouais. Alors que la vérité, c'est qu'il est parti parce qu'il faisait plein de choses. C'est un acteur très connu, donc un acteur très sollicité. Donc, le premier film d'un gars est passé un peu à l'as. Bon, moi, je l'ai pas très bien vécu parce qu'en plus, il m'a pas spécialement. Enfin, voilà, j'ai même pas eu de nouvelles derrière. Hein. Enfin, il m'a recontacté quand le film est sorti. Mais je l'ai su par son agent qu'il le ferait pas, quoi. Il y a pas eu de texto, rien et tout. Bon, encore une fois, c'est quelqu'un de très sollicité. Mais voilà, ça a mis du temps. La chance que j'ai eue, et c'est pour ça que je remercierai jamais assez Charlotte, c'est que elle est quand même restée, et que même il y a eu d'autres noms où on lui a demandé, toi, ça te plairait de jouer avec tel acteur? Bah oui, pourquoi pas. Elle le rencontre, ça se fait pas quand même avec cet acteur-là. Enfin, tu vois, il y a plein de fois où elle aurait pu dire, bon, ça pue du cul, les gars. Il y a aucun acteur français qui veut jouer dans ce film, apparemment. Je trouve ça tellement fou de dire, t'as fait des répètes, t'as fait un peu de réécriture du perso avec Charlotte et tout. Et je me dis, mais c'est fou que. Enfin, peut-être c'est parce que je n'ai aucune notion de comment ça se prépare, mais qu'ils prennent autant de temps alors qu'ils doivent avoir un agenda de zinzin, quoi. Ouais, mais c'est aussi ça, hein. C'est que d'un coup, ils te disent, moi, là, il y a ce film-là qui se fait. Donc, du coup, on pourra plus tourner en mars. Tu dis, ah ouais, mais après, c'est l'été. Ouais, nous, c'est galère, l'été. Bon, ce sera septembre. Enfin, tu vois, ça va vite, en fait. Moi, c'est ça que j'ai découvert avec ce film. C'est que d'un coup, avec faire un film, c'est que d'un coup, ça prend beaucoup de temps. Et moi, c'était. En fait, je pouvais changer le comédien mec. Je me voyais pas changer Charlotte, en fait. C'est-à-dire que vraiment, si Charlotte quittait le projet, je te jure, hein, je ne vois pas qui j'aurais pu mettre. Ou alors, d'un coup, on devenait vraiment un plus petit film. Et oui, j'aurais pu aller chercher des comédiennes pour jouer le rôle. Mais à ce niveau-là, de vouloir faire un film quand même populaire avec. Tu vois, soit ça devenait très niche, soit très populaire, quoi. C'est ça. Mais je suis pas sûr que ça devenait très populaire parce que mon écriture l'est pas tant que ça. J'écris pas, je pense, des films qui feront, quoi qu'il arrive, 3 millions d'entrées. Je suis pas certain du tout, tu vois. Et c'est quoi, 350 000 pour l'instant? là, on est à 400. Ouais. Allez, là! Non, mais je dis ça comme ça, c'est pas les chiffres qui comptent, mais je tiens à te corriger quand même, c'est plus. C'est déjà énorme. Ouais, c'est génial. Ah ouais, c'est fat. Et puis surtout, on est sorti et c'était le pire week-end de l'année. Enfin, les gens ne sont pas allés au cinéma, quoi. Et pourtant, on a quand même réussi à faire des entrées, donc c'est génial. Et puis moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a toutes les générations qui vont voir ce film. Il y a vraiment ce truc que je voulais il y a des ados qui se retrouvent dans les ados, des adultes qui se retrouvent dans les adultes. Je reçois plein de messages, tu vois, sur La Flamme ou sur Bloqué ou sur. T'as des gens qui disent quoi. C'était drôle, ça m'a fait kiffer. Même des fois des trucs très touchants, hein, ça allait pas bien et ça m'a fait du bien, donc trop cool. Là, je reçois des pavés des fois de gens qui te disent, moi je me suis reconnu dans tel truc. Tu vois, on parlait du perso de José. Des gens qui te disent, ça m'a fait prendre conscience de mon comportement dans mon couple. Et moi, je suis encore pas armé pour recevoir ça. Je réponds pas et tout parce que c'est trop vertigineux. Oh la honte! Eh, gros nul, Non, mais tu vois, c'est trop vertigineux pour moi. Je suis genre, voilà, le film a fait son truc avec toi. Tu vois, c'était même pas le but, hein, mais t'as vécu un truc avec ce film trop cool. Mais c'est ta vie et c'est trop important ta vie pour que je commence à te dire merci, c'est gentil. Enfin, tu vois, genre vas-y, fais ta vie avec le film et voilà, moi je veux pas trop. Et ça, c'est extrêmement touchant, quoi. Il y a un truc où tu te dis, ça c'est trop chouette. Ça rejoint ce que je te disais sur connecter, tu vois. C'est cool, ça connecte avec des gens. Et attention, hein, je mets pas ça au-dessus de le faire rire. Enfin, moi j'adore écrire de la comédie pure, absurde. Je pense que je suis incapable d'en réaliser, mais j'adore écrire ça. Tu vois, j'adore. Pourquoi de créer de la comédie pure. Réaliser. Je trouve ça trop dur de réaliser de la comédie pure. La Flamme, je suis incapable de réaliser ça. Je suis incapable parce que moi, j'ai toujours un moment où je me dis, c'est plus drôle. En fait, mine de rien, de mélanger ça avec des personnages qui existent, je me dis au pire, si tu ris moins, t'es embarqué dans l'histoire, quoi.
La Flamme, je sais que je me serais retrouvé au montage. Et des fois, j'aurais eu des doutes de. Tu vois, c'est pour ça que je suis très. Imagine, en fait, Marc, il dit que sa souffrance, elle vient de là. Mais tu sais que en l'écriture, j'ai déjà un peu fait ça. Hein. Ah ouais? Quand il y a le personnage de Gilbert Melki, qui est en gros un père qui l'a abandonné et tout. Enfin, tu sais, j'ai quand même fait le relou de dire peut-être il a un peu de backstory. Non, mais parce que ça fait 6 épisodes, là, ce serait peut-être pas mal qu'il soit pas juste un débilos total, tu vois. Mais parce que j'ai un truc de. Ça me fait trop peur. Je me dis, mais là, si tu proposes que du gag, et que d'un coup tu déconnectes, ouah, ça doit être très gênant à regarder, quoi. Alors qu'au pire, tu peux dire, bon, bah, je suis l'histoire, les blagues me font pas rire, mais je suis l'histoire de ces gens, quoi. Jérémy Galland et Jonathan Cohen ont fait un très bon travail, et c'est ce qui fait que c'est marrant, et tout va bien, tu vois. Mais moi, je suis fasciné par les Encore Man, ou les comédies qui sont vraiment à 200% des comédies, où tu te dis, wow, moi, je suis vraiment sur le cul des gens qui arrivent à faire ça, vraiment. T'es vraiment obsédé par le fait de pas te faire chier. Moi? Ouais. Ah, ça me terrorise. Bah ouais, mais parce que je pense qu'en tant que spectateur, c'est ce que j'accepte le moins. Et dans la vie? Ça va, bah j'ai commencé, je te disais que j'avais envie de rien foutre sur un canapé. Ouais, mais il y a rien faire et se faire chier. Tu vois, rien faire, c'est un choix. Se faire chier, c'est de dire, je vais ressentir où quelque chose. Non, je crois que ça va, ça me va de me faire chier. Non, je crois que ça va de me faire chier, mais je trouve que quand tu vois, le terme, c'est divertissement, quoi. Il y a quand même un truc où tu dois être diverti. Je trouve que c'est dur. Enfin, dans ce que je fais, mais en comédie, je trouve que c'est dur de proposer un truc où tu te dis, bah, tu vas bien sentir passer les 2 heures. Enfin, je sais pas, c'est bizarre pour moi. Il y a un truc qui est un peu antinomique. De dire. Mais après, c'est marrant, c'est un exemple que je citais de temps en temps. Je trouve que quand tu fais que des blagues et que c'est très drôle, c'est dur de tenir la longueur aussi, quoi. Je parlais du Père Noël est une ordure, par exemple, qui est un film que j'adore, c'est vraiment une de mes comédies préférées. Et vraiment, je rigole non-stop pendant 1 heure. Et à partir d'1h10, tu vois, vers la fin, je ne rigole plus trop devant ce film, alors que c'est encore drôle. Je sais que c'est drôle, je sais que c'est les blagues, que les blagues sont bonnes. Et en fait, j'ai vraiment un truc physique, et j'ai ça aussi avec Encore Man, enfin avec certains Will Ferrell. Et vraiment, je dis, mais c'est trop drôle, hein, c'est génial. Mais là, j'ai rigolé pendant 1 heure. C'était un débat qu'on avait avec Jonathan Cohen sur La Flamme, quand il voulait faire la saison 2. Moi, j'ai été au début et à la fin. J'ai pas trop écrit pendant. J'étais là au début et j'ai quitté au début parce que je me sentais pas. Déjà, ça devait être La Flamme avec avec une meuf, et des mecs. Et je disais, ça, je sais pas, parce que, on n'était que des mecs. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Ça peut vite être bof, quoi. C'est ça, je me disais, je le sens pas trop. Et après, c'est devenu Koh-Lanta. Et je dis, les gars, moi, je regarde pas Koh-Lanta et tout. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai dit, écoutez, moi, je crois que c'est pas pour moi. Et au début, un des trucs que disait Jonathan, enfin, il y avait plein de trucs où j'étais pas forcément en accord. Parenthèse, c'est fou d'arriver à dire non à un truc qui, tu sais, aura du succès. Ouais, mais ça, c'est la chance que j'ai eue en me faisant virer de Suricat quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Suricat à Golden Moustache, qui est un truc qui cartonnait, et je me suis fait virer, tu vois. Mais vraiment, ils m'ont dégagé, quoi. Et je l'ai très mal vécu, évidemment, à l'époque. Et j'ai été bien entouré par des gens comme Vladimir Rodionov, Navo, enfin, des gens qui m'ont dit, fais tes trucs, enfin, pourquoi... Et tu sais, j'étais vraiment comme ça, genre, la navette est en train de décoller, et ils m'ont jarté, et comment je vais me retourner, j'ai 20 ans, enfin, tu vois, tu te dis, c'est fini, quoi. Et ça a quand même offert plein de trucs cool. Et que si j'avais pas été viré de Suricat, ma vie n'aurait pas été la même. Et j'aurais pas fait bloquer, j'aurais pas fait mes propres sketchs, où je dis, tu sais quoi, j'assume, je fais mes trucs, et mes trucs, c'est mélanger émotion et comédie, bon, bref. Donc, je crois que ça m'a appris à me dire, c'est pas grave, si tu le sens pas, faut pas le faire. Et je le sentais pas, le flambeau, on l'enchaînait vraiment au cul de la flamme. Donc il y avait ce truc où j'étais pas à fond sur d'abord la flamme avec une meuf et que des mecs, puis le flambeau, enfin c'est des trucs qui me parlaient pas au début. Et un des trucs que Jonathan me disait, j'étais pas d'accord, il disait la flamme ça se binge-watch pas et c'est un problème. Et je dis mais pour moi c'est pas du tout un problème, ça ne peut pas se binge-watcher, il y a des blagues toutes les 3 secondes. Je fais, personne va enchaîner 5 épisodes de La Flamme, c'est impossible. De toute façon, ils ont fait une diff semaine par semaine. C'était 3 par 3, ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Et il disait, tu vois, le 3e, les gens, à chaque fois, je dis, mais c'est normal, ils n'en peuvent plus. Pas parce qu'on a fait la série la plus hilarante de la Terre, mais parce que le rythme de comédie qui est le nôtre, il ne tient pas à la longueur. Et je lui dis, peut-être que dans 10 ans, les gens binge-watcheront La Flamme parce qu'on sera tellement arrivé à un truc les gens, le cerveau humain sera tellement habitué à des trucs de vitesse que peut-être que là, ce sera digeste. Je fais, mais là, on a fait une série qui est pas digeste en binge-watchant et c'est pas grave du tout. Je fais, ma série préférée, c'est les Simpsons.
je suis incapable d'enchaîner plus de 3 épisodes. Et c'est pas grave, tu vois, d'où on doit binge-watcher des séries, enfin, tu vois. Et donc voilà, donc moi, sur ce timing-là, j'en suis incapable de le réaliser, je suis incapable de le faire. Et puis après, le flambeau, je suis quand même retourné parce qu'ils m'ont demandé de faire une passe sur les dialogues et essayer de puncher ça avec des blagues. Et du coup, c'était pas le même investissement et c'était très jouissif à faire parce que j'étais même pas en réunion avec eux. Enfin, ils m'ont vraiment envoyé les textes. J'ai fait j'ai rajouté des blagues partout. C'est comme ça que le perso de Felpin est arrivé aussi. Enfin, ça, c'était moi, mes années chalons dans la rue. Tu vois, où j'ai pu mettre plein de trucs sur les bolasses et les trucs comme ça. Et voilà, j'ai nourri avec plein de blagues. Et après, ils ont fait leur choix. C'est trop bien. À un moment, je me suis vraiment dit, ça, pour se faire des sous de côté, c'est exceptionnel. C'est de t'envoyer des scénars. J'écris des blagues. Ouais, vous prenez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, j'ai adoré faire ça. Est-ce que le fait de parler dans ce film, et j'ai l'impression pas mal de trucs que t'as fait toi, de parler de la nostalgie, de l'amour qui s'effrite, c'est un truc qui te fait peur, surtout que maintenant que t'es papa, je pense qu'il doit y avoir une peur en permanence de peut-être, il faut tellement que je profite parce que peut-être dans 10 ans je me dirais mais j'ai pas assez profité quoi. La nostalgie c'est marrant parce que c'est vraiment un truc que je questionne de plus en plus. Moi, j'étais vraiment le roi, Golden Moustache et tout, de faire des sketchs sur Star Wars, d'avoir tout le temps des t-shirts de geekos, etc. Et vu que la nostalgie et la culture geek est devenue la culture de masse. Moi, je parlais plutôt nostalgie dans le sens nostalgie de genre de la famille, de comment c'était avant. D'accord, pardon. Tu vois, plus sur un point de vue personnel que... Oui, mais pareil en vrai, c'est un truc que je questionne beaucoup de. Tu sais, c'est toujours ce truc que je me dis, mais pourquoi je suis nostalgique de cette époque-là où en vrai je me faisais emmerder au collège. Enfin, tu vois, c'est toujours un truc où je me dis, c'est bizarre, mais ça va mieux. Et c'est horrible à dire, mais pour le coup, avoir un enfant m'a vraiment guéri de ma nostalgie un peu. Parce que d'un coup, t'es plus le centre de l'attention. Moi, je pense qu'un de mes trucs, c'était justement effectivement de beaucoup avoir envie de parler du passé, mais d'un truc un peu thérapeutique en fait, parce que souvent c'est ce que tu fais quand tu vas chez un psy, tu vois, tu parles de tes problèmes de maintenant et puis tu remontes à ok, pourquoi ces problèmes-là, et donc tu voyages un peu dans le temps comme ça. Donc moi je pense qu'il y avait ce côté-là, tu vois, j'avais besoin de cette nostalgie pour peut-être penser des plaies ou en tout cas des trucs de questionnement sur ma relation à mon père, ma relation aux autres quand j'étais ado, etc., etc. Et puis je pense que c'est pas fini. Je pense qu'il y a des trucs que j'ai encore envie. L'adolescence, par exemple, c'est vraiment un truc que j'ai encore envie d'aborder aujourd'hui parce que je l'ai un peu caressé avec les Leroy et j'ai tellement aimé bosser avec ces jeunes-là. Et je me dis putain, c'est cool. Puis je le sens. C'est un truc qu'on me dit beaucoup quand on me dit des qualités sur les Leroy, on me parle de cette vision de l'adolescence beaucoup, en me disant... Oui, de la prendre au sérieux, quoi. Voilà, c'est ça, en disant, putain, les ados, ils ont l'air réels et tout. Et donc, je pense que j'ai un truc où c'est un sujet qui me passionne et que j'ai envie de traiter et qu'en plus, visiblement, ça touche les gens. Donc, pourquoi pas continuer. Mais c'est vrai qu'avoir un enfant, ça m'a quand même un peu plus... Enfin, c'est quand même génial, quoi, d'être moins sur tes problèmes. Il y a quelque chose de... Je dis pas que ça les corrige, je ne dis pas aux gens qui ont des problèmes, faites des enfants, tout ira mieux. C'est la clé. Pour une relation saine, notamment, si ta relation va pas, c'est très important. Faire un enfant. Ouais. Mais avec peu importe qui, d'ailleurs. Ouais. Fait juste un enfant. Non, mais il y a quelque chose de... Tu vois, par exemple, à 18h, j'arrête de travailler pour m'occuper d'un enfant. Bon, ça fait du bien. Du tien. Fait. Oui. oui. Et de temps en temps un autre, mais j'en parlerai dans un autre podcast. Non, voilà, de m'occuper de mon enfant et c'est génial de couper. Et c'est génial de plus être le centre de l'attention. Il y a une espèce de second rôle qui essaye d'aider le héros, tu vois. Ça, c'est un truc qui me fait du bien de fou. Je l'avais déjà un peu dans mon couple, mais quand même, je trouve que le couple, c'est justement un peu cette baston-là tout le temps. À quel moment, non, mais là, c'est moi qui dois prendre la place. Et des fois, il faut laisser la place à l'autre. Et ça, c'est toujours ce truc de... Ok, il faut qu'on arrive à se mettre en... Alors que quand il y a un enfant, c'est une espèce... juste tout le monde s'abaisse. C'est ça, c'est un peu le king, quoi. C'est un peu, en l'occurrence, la queen dans mon cas. Mais tu dois un peu faire en sorte que cette personne aille bien parce que t'es tellement débordant d'amour pour elle en te disant, mais... Et tu te sens tellement une responsabilité de je l'ai emmenée sur Terre, tu vois. Je lui ai fait un cadeau, mais je lui ai aussi mis un bon poids dans la gueule. Donc je vais essayer de lui faire en sorte que tout aille bien. Alors moi, elle a que 2 ans, hein, on en reparle dans 10 piges, tu vois. Et du coup, ça, je trouve que c'est un truc qui fait du bien de t'orienter vers quelqu'un d'autre, quoi, de plus être centré sur toi. Et même, je me rends compte que ça me fait faire ça avec tout le monde, bizarrement. Tu vois, je me dis, ça me fait tellement du bien de pas être centré sur mes petits problèmes. Grave, quoi. C'est ça, exactement. Et même, je suis
je crois, alors après c'est toujours nul de mais je crois que je suis un peu plus à l'écoute des autres aussi, bizarrement. Tu vois, il y a eu un truc de... Quand ils pleurent, quand ils ont Ou faim. avant, je change la couche de mes potes. Voilà, je peux pas te dire mieux. Avant chaque réunion pour Evil Dead. Voilà, c'est ça. T'as pas l'air bien, Seb. Tu veux pas que je te mette sur mon épaule et que je te fasse rôter? Peut-être ça te ferait du bien. Non, mais ouais, je me sens... Ouais, ça m'a fait... Je pensais être... Mais ça, c'est toujours pareil. Tu sais, tu crois que t'as un truc... Et tu dis, ah non, pas du tout en fait. Tu sais, je pensais être quelqu'un de plutôt une oreille attentive aux gens. Et d'un coup, t'as un bébé et tu fais, oh, pas du tout en fait. Ouais, j'étais quand même très sur moi et mes petits trucs. Bon, bref. Donc voilà, je sais pas du tout si j'arrive à ta question, je suis un peu parti en couille. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, ouais, est-ce que ça a évolué? Peut-être pas encore non plus à 200%, quoi. Je pense que j'ai quand même des petits. Et puis surtout, tu sais, c'est ce truc aussi, un peu des rappeurs. Est-ce que les rappeurs, quand ils parlent de leur vie quand ils étaient en galère, bon, je dis les rappeurs, ça marche avec les humoristes aussi, hein. Est-ce qu'ils sont encore intéressants maintenant que leur vie, c'est que leur taf, tu vois? Ça, c'est toujours ce truc qui est un peu fascinant, quoi. Tu sais, je me souviens, c'était tout le débat que moi j'avais avec Gad Elmaleh. Il avait fait un spectacle, alors on savait qu'il était avec une princesse, et il parlait de hey, quand tu vas faire tes courses, tu mets le truc du caddie dans le trou du caddie, tu vois. Et moi, je sais, quand j'avais vu ça, j'étais genre, bah non, gars, parle de quand tu sors avec une princesse, parce que j'y crois pas à ton histoire. Enfin, tu vois, j'avais un peu un truc, et en même temps, ça, j'y suis un peu revenu en me disant, mais en même temps, ça reste un gars qui a besoin de bouffer et que des fois, enfin, tu vois, il y a un... Non, alors moi, c'est pas ça que je me disais. Moi, je me disais, et en même temps, ce truc-là, il l'a vécu, tu vois. Enfin, Gad Elmaleh, avant d'être connu, il était pas connu. Est-ce que il a pas aussi envie de parler du moment où il était pas connu, maintenant qu'il a le recul, et que c'est comme ça qu'il va connecter aux gens, et que s'il parle de ouais, je suis sorti avec une princesse, est-ce que ça va vraiment nous intéresser? Ouais, ça marche sur un 10 minutes, quoi. Ellen DeGeneres, quand elle fait tout son truc où elle dit qu'elle est pétée d'oseille, c'est super marrant. Ouais. Mais est-ce que ça tient sur une heure où les gens... où t'as intérêt d'avoir de grosses émotions derrière? Comment tu connectes? Ouais. Comment tu connectes avec les gens, tu vois? Parce que même Joe D'Apato, tu vois, que je cite en long, en large et en travers, pour le coup, il fait ce truc. Quand je dis des rappeurs, c'est Booba, quoi, qui, quand il commençait, Booba, il parlait de la cité, parce que c'est là où il grandissait, et que maintenant, il te parle juste des jets, de Miami et de machin, parce que c'est son quotidien. Mais c'est valorisé dans le rap aussi. Oui, et c'est valorisé dans le rap. Mais tu vois, Joe D'Apato, il fait ça aussi. Ses héros, c'est de plus en plus des humoristes, c'était des stars du cinéma, c'était un mec qui gère une maison de disques, c'est des métiers qui n'existent pas vraiment, quoi, tu vois. Et c'est après où il s'est dit, bon, en fait, je vais aller voir des petits jeunes et les aider à parler de leur vie à eux. Et d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant, tu vois. Quand il va chercher Amy Schumer, quand il va chercher Pete Davidson, quand il va chercher Lena Dunham, bah ouais, en vrai, c'est mieux, parce que cette vie-là, elle connecte un peu plus à des gens, quand même. Et c'est pour ça que moi, je sais pas, je me rends compte, mes 5-6 dernières années de ma vie, ça a beaucoup été du travail, du cinéma, de machin. Moi, j'ai une vie de couple assez posée et tout. Du coup, je sais que je vais encore parler d'il y a 10-15 ans, parce que je crois que c'est plus intéressant comme en histoire à raconter que ce que je vivais encore récemment. Mais surtout que là, si ça se passe bien, c'est ça. C'est nul. C'est ça. Désolée. Trop hâte que ma meuf me quitte avec un enfant de 2 ans. Elle est là et elle va mon le Dieu. faire. Je me disais pourquoi il y avait cette porte avec écrit surprise en gros. Non, mais voilà, c'est des questionnements, mais je trouve ça intéressant, quoi. Parce que je te dis, moi, j'étais tout en haut de ma tour en disant, mais enfin, Gad, parle de la princesse. Et maintenant, je suis genre, peut-être c'est pas méga intéressant que tu parles de la princesse. Mais bon, bref, après, je pense qu'il n'y a pas de vérité ultime, tu vois. Chaque personne fait son travail comme il peut et met son truc. Mais vu que moi, je cherche toujours la sincérité, c'est-à-dire, tu sais, c'est tout le débat avec les IA. Je t'envoie sur un débat IA. S'il te plaît. Non, mais moi, je sais que quand je vais voir un truc, ce qui me plaît, c'est de savoir que c'est fait par des humains. C'est-à-dire que même si c'est très bien fait par une intelligence artificielle, bah ça m'intéresse pas. Moi, on revient un peu à ce que je te disais de connecter. Ce qui me plaît, c'est que c'est un être humain qui a eu un vécu et qui m'a raconté cette histoire-là. Et qu'en vrai, je m'en fous que ce soit un ordinateur qui crée peut-être même la même histoire. C'est le fait de savoir que c'est fait par quelqu'un dans le monde, tu vois. Et moi, je trouve ça me rassure devant l'immensité et le fait qu'on va tous mourir, que par exemple une meuf ou un mec ait fait un film il y a 40 ans aux États-Unis en noir et blanc pendant la guerre, mais que d'un coup l'histoire qu'il raconte, putain, ça parle d'un moment un peu déprimant avec sa meuf, et que moi en 2024 avec ma meuf et tout, ça me fait écho à moi. Ça, je trouve ça me rassure. Je sais pas comment trop l'expliquer, mais ça me met bien, tu vois. Et c'est parce que c'est sincère, je pense, et que c'est la sincérité qui est à l'épreuve de tout, en fait. Et où est-ce que tu places ta sincérité en disant,
bah en vrai ma vie aujourd'hui c'est plus les caddies et c'est plus tout ça et moi c'est plus le lycée, tu vois. Mais en même temps, je trouve ça plus intéressant et à l'époque ça m'a marqué et à l'époque c'était très important pour moi et je trouve ça intéressant de me remettre dans mon état d'esprit de l'époque pour raconter une histoire. Donc T'arrives à faire ça? À bien te rappeler, à être en empathie avec la personne que t'étais 10 piges, 20 piges plus tôt? ouais, franchement ouais, ça va. Moi je sais que Les Leroy je l'ai entièrement écrit en me mettant dans l'état d'esprit. En fait la première version était très cruelle par exemple envers les parents, très dure. Parce que je l'ai vraiment écrit du point de vue des enfants. Et après, c'est presque comme si j'avais mis une casquette de mec plus mature, en tout cas plus vieux, qui a maintenant de l'empathie pour ses parents qui ont vieilli et qui a compris des choses sur leur fonctionnement et tout, où du coup je le mets. Et après il y a aussi le truc de couple, où moi ça fait des années maintenant que je suis avec ma compagne, donc pareil, j'essaie de le mettre un petit peu pour essayer que tout soit un petit peu logique, quoi. Mais voilà, j'arrive assez bien à me remettre. Ça a été tellement une époque charnière. Et puis c'était l'époque où j'étais. Non, peut-être c'est une banalité ce que je dis, mais j'étais tellement pas heureux, en vrai, que d'avoir le recul de parler de cette période, je trouve ça chouette. Je sais pas comment trop dire, tu vois, mais. C'est un peu, t'as gagné le jeu, quoi. Ouais, mais je le vois moins comme ça que comme un truc thérapeutique presque. De dire ça va mieux, donc je peux en parler. Et c'est cool d'en parler parce que peut-être qu'il y a... Enfin, je le fais pas dans ce but-là non plus en même temps, mais si ça parle à des gens, c'est cool. Et peut-être ça nous fera aller bien tous ensemble, quoi. Mais ouais, ça, j'aime plutôt bien. Et il y a sûrement des trucs que je vis en ce moment où j'ai trop la tête dedans et que j'ai pas le recul et qu'en fait, ça se trouve, ça me rend pas heureux pour telle ou telle raison. Avoir un enfant, quoi? Eh oui. Désolé, Johan, qui écoute ce podcast en 2044. Non, mais ouais, c'est, je sais pas, tu vois, mais je sais que ça me fait du bien, ouais, de parler de ces périodes-là. Et je crois que c'est fait avec sincérité. De toute façon, c'est que ça. Moi, c'est la sincérité. Et si je commence à sentir que je fais ça pour un effet ou parce que ça marche bien ou je sais pas quoi, je parle de blague ou de scène, hein, je parle pas de ma carrière, mais voilà. Je sais qu'il faut pas le faire. C'est que c'est pas bien. Mais de plus en plus, avant, tu vois, j'ai fait des commandes. Je vais pas te dire que je mets toute ma vie dans la flamme et tout, quoi. Mais je sais que quand j'écris seul quelque chose, j'ai un vrai besoin de sincérité. J'ai un vrai besoin parce qu'il y a tellement de gens qui font des choses et vachement bien. Et moi, qu'en plus, je suis un mec blanc, hétéro. Enfin, tu vois, donc il y a plein de gens comme moi qui racontent des histoires. Autant essayer d'être le plus sincère en me disant peut-être ma petite spécificité, c'est ça. Et donc du coup essayer d'être le plus proche possible de ce que j'ai vécu et de ce que je veux raconter pour qu'au moins ça ait un quelconque intérêt, quoi. Ça c'est plus ça ma peur, c'est que ça n'ait pas d'intérêt ce que je fais. J'étais avec Mourad Winder il y a 2-3 jours et on parlait du fait que des fois quand t'as plein de gros projets qui s'enchaînent, c'est pas que tu doutes plus, c'est que t'as plus le temps, t'as plus le droit. T'es lancé, t'as pas le temps de te reposer 1000 fois la question est-ce que je suis légitime et tout, parce que là il y a quelqu'un qui attend ta commande pour dans 3 jours. Est-ce que toi t'as ça aussi? Je l'ai eu plein de fois, surtout que moi j'ai vraiment l'éducation du travail et sûrement même un peu trop de mes parents qui étaient start-upper, tout simplement. Non, mais pas start-upper, mais classe moyenne qui commence à monter sa boîte et tout. Donc, oulala, ne lâchons pas. Tu vois, mon père il est jardinier, hein, mais il a quitté son taf de jardinier à un moment pour monter son entreprise de paysagiste. Et moi, quand je l'ai vu faire ça, j'ai vu. Oh là là, faut travailler. Et tant pis si c'est le week-end, et tant pis si... Voilà, bon, bref. Ça, j'essaie de faire attention de pas trop l'avoir, mais je l'ai. Donc, j'ai un vrai truc. Je crois que j'ai jamais rendu un projet en retard, par exemple. J'ai rendu des projets à l'heure, pas ouf. En disant, non mais c'est une V1, hein. Voilà. Mais j'ai jamais rendu en retard. Et je pense que en tout cas, moi, c'est important. Donc, effectivement, ce truc de se dire, il faut rendre, je crois que je l'ai pour les choses où on va me chercher. Et j'ai presque un truc même de sincérité maintenant, de dire, sachez que je suis très occupé. Donc moi je veux bien le faire parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me plaît. Sachez que je pense qu'à partir de juin, il faudra plus compter sur moi. Ou alors, si on le fait, sachez que j'ai que les mercredis de libre. Et enfin, tu vois, j'essaie d'être vraiment comme à l'école, quoi, de dire, ça c'est mes dispos, ça c'est le temps où je pense que je peux vous rendre ce truc-là. Mais je trouve que dès que je mets ça, je mets un peu une distance, tu vois, où tu te dis... Bah ok, le gars va pas mettre son âme dans ce truc-là, quoi. Mais c'est pas grave de pas mettre son âme, tu vois. J'ai pas mis mon âme dans plein de choses où je suis super fier du résultat. Je mets pas mon âme dans le floodcast, tu vois, loin de là. C'est trop dangereux de mettre son âme partout, là. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait l'autre à mettre son âme, là, sans demander en plus.
Sors de là. Non, mais oui. Mais en même temps, tu pourrais attendre ça de quelqu'un. Tu vois, tu pourrais attendre ça de. Je sais pas, à partir du moment où c'est ton travail, que c'est pas un projet qui vient de toi, que tu mettes de l'investissement, du travail, du temps, oui, mais que tu peux pas baser je sais pas, genre le nombre de séries où il y a jamais de saison 2, le nombre de films qui se font jamais. C'est trop alors, dangereux, j'entends quoi. ce que tu veux dire. Et je suis désolé, on part dans un débat alors que t'es un peu à la bourre, mais qui est moi un vrai débat que je me fais dans ma tête, qui est oui, mais des gens suivent ce que tu fais. C'est-à-dire que moi, je peux faire un projet juste parce que ça me fait rigoler. Mais si les gens, ils sont pas nombreux, hein, mais que les gens qui suivent mon travail voient mon nom et viennent voir le truc, moi je vivrais très mal qu'ils disent « Bon mec, c'est nul ». Parce que je vais pas pouvoir dire sur Instagram « Alors j'ai juste écrit quelques blagues hein. ». Enfin, tu vois, c'est pas comme ça. Tu vois, un projet, c'est un travail d'équipe. Donc s'il y a ton nom dans écrit par, moi j'ai quand même un truc, alors peut-être pas mon âme, mais je sais que je pense que aux gens qui vont venir voir. Et encore une fois, hein, je suis pas une star, hein, on parle pas d'énormément de gens, mais qui vont venir voir parce qu'il y a mon blaze. Et du coup, je me dis, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ces gens qui vont peut-être payer payer un ticket pour voir ce truc-là parce qu'il y a mon nom. Et si c'est de la merde, c'est pour ça que moi j'ai énormément de respect pour le métier d'acteur, parce que moi je déteste faire des paris. Et métier d'acteur, c'est que des paris. Et tu te dis, putain, mais faire un pari sur un film, et c'est ta gueule. Et pour le coup, les gens qui vont au ciné, c'est beaucoup pour la gueule de l'acteur. Et le film, c'est une merde. Mais quelle horreur. Et t'as pas le droit de dire que c'est une merde, parce que, tout le monde a bossé 5 ans. Tu peux le dire, mais 10 ans plus tard, quoi. Ouais, voilà. Oui, il y a des gens qui adorent faire ça, d'ailleurs. Mais, waouh, moi, je trouverais ça. Moi, il y a un projet que je trouve nul que j'ai fait, c'est Presque Adulte. La série avec Cyprien Norman et Natou. Presque Adulte. Yes. Et je l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Et tu sais, je l'ai fait parce que. Tu l'as fait pour la fame? Non, je l'ai fait parce que j'avais du temps. C'est vraiment une excellente raison. Non, mais parce que j'adorais Natou. Et j'adore toujours Natou d'ailleurs. Et j'ai découvert Cyprien, donc sur ça je regrette pas. Enfin, tu vois, je l'ai redécouvert sur ce truc et tout. Mais je l'ai fait parce qu'il fallait que je travaille. Sur un truc qui allait être vu, quoi. Alors que je travaillais, je faisais de l'argent, je l'ai pas fait pour l'argent, mais je me suis dit, ça va être sur TF1 en l'occurrence, et c'est cool, quoi, tu vois. Et en fait, c'était pas bien. Je l'ai pas fait parce que moi maintenant je le fais que parce que je suis fan des gens avec qui je travaille. Voilà. Quand je travaille sur des projets, par exemple, j'ai travaillé à un moment avec Paul Mirabel sur un projet enfin, je le ferai pas avec lui finalement parce que j'ai eu mon film, mais je l'ai fait parce que ce mec-là m'a fasciné quand je l'ai rencontré, tu vois. J'avais vu que 2-3 sketchs, je trouvais ça cool, mais je me posais la question sur un projet plus long, parce que c'était un projet plus long qu'on devait faire, et je le rencontre et je tombe fou de ce mec, et je me dis mais j'ai trop envie de bosser avec ce gars, parce que je vois un peu ce que je peux lui apporter modestement, et je vois comment notre rencontre peut marcher. Et maintenant, c'est que ça. Et peu importe, même si ça se fait, tu vois, je veux juste bosser avec des gens. Tu vois, on parlait d'Eleonore Coste en début de podcast, je sais pas si tu le garderas au montage, mais non, mais je sais pas, tu lances l'enregistrement sans prévenir, Fanny, moi, voilà. Quand je vois Eleonore, je me dis, et je l'ai déjà fait, mais j'aimerais trop rebosser avec cette meuf, parce que j'adore ce qu'elle fait. Et ça, c'est vraiment mon truc maintenant qui me motive à travailler avec les gens. Et ça doit être la seule raison. C'est, est-ce que ça m'amuse? Tu vois, tu parlais de devoir refuser le flambeau. Je pense aussi parce que j'ai accepté la flamme, alors que, tu vois, on revient à tout ce qu'on disait, j'y croyais pas de ouf. Mais ce qui m'a fait accepter la flamme, c'est parce que je suis fan de Jonathan Cohen. Et du coup, je regrette pas, c'était trop bien. Et en plus, le résultat est cool. Et quand j'ai pas fait le flambeau, j'ai fait Vermine, qui a rien à voir avec ce que je fais. C'est un film d'horreur avec des araignées, c'est un premier film. Seb Vanitschek, il avait jamais fait de cinéma. Mais d'un coup, il vient me chercher, et le pitch, il est trop bien, et le mec, je l'adore. Sa façon de parler de film me fait trop plaisir, quoi. Et je lui dis, mec, je suis fan, vas-y, on bosse ensemble, c'est trop bien, ça a l'air trop bien de bosser avec toi. Et d'ailleurs, il y a plein de projets que j'ai quittés, parce que je me suis dit au début, ça a l'air trop bien de bosser avec toi, et au bout de 2 mois, j'ai fait, bon, en fait, pas du tout. Et tous les projets que j'ai quittés, c'est soit un truc d'emploi du temps, soit un truc parce que ça matchait pas avec la personne, quoi. Et on aimerait tous les noms qu'on va mettre. T'as pas un Patreon, un Casse Plus ou toutes ces conneries, voilà, et on envoie les blazes. Non, mais et je me rends compte que c'est vraiment ça. Et aussi, c'est ce truc de pas vouloir bosser avec des gens qui cassent les reins, quoi. Tu vois, de juste de dire, waouh, c'est trop bien, on fait le métier de nos rêves. Est-ce que ça peut juste, tu vois, il y a ce truc où il y a des gens, ils pensent que vu que c'est un métier de rêve, faut accepter que ce soit relou des fois. Et moi, je dis, bah non, vu que c'est un métier de rêve, profitons du fait que c'est un métier de rêve. Et moi, je bosse depuis que j'ai 20 ans, et maintenant j'ai ma petite expérience de dire, bon, bah voilà, c'est chiant de bosser avec des casse-couilles, tu vois, c'est chiant, et en plus, des fois, le résultat, il pue la merde. On revient à Presque Adulte. Donc, autant faire
des trucs où je m'amuse avec les personnes, et même si c'est des trucs peut-être des fois pas extraordinaires, moi j'ai aucun problème à les assumer parce que j'ai kiffé les personnes avec qui j'ai bossé, je suis content de qu'on ait bossé ensemble, et le résultat je le regarde en disant c'est quoi, c'était trop cool ce qu'on a fait, quoi. Et ça, je trouve que c'est méga important, quoi. Et je pense que c'est la façon de durer un peu, en tout cas moi j'aimerais en tout cas que ce soit le cas, de durer dans ces métiers-là, c'est de bosser que parce que t'as envie de rencontrer des gens dont tu kiffes le travail. Et moi, ça me fait kiffer là de voir des fois des nouveaux humoristes ou de rencontrer des gens en me disant peut-être un jour je bosserai avec eux, ce serait trop bien, quoi. Après, je suis très timide, j'irai jamais les voir, mais c'est pour ça que j'aimerais bien, tu vois, là je commence mon métier de réalisateur, mais en vrai, je me vois bien à 40 ans, genre, devenir producteur, quoi. J'aimerais trop, et devenir vraiment jusqu'au bout, plagier la carrière de Joe D'Apato, mais je me vois trop à 40 ans dire, vous savez quoi, moi j'ai écrit et réalisé des trucs, toi t'es marrant, toi t'es marrante, si ça te dit, peut-être je peux t'aider, ou on peut travailler ensemble, et parce que je me rends compte que c'est ça qui me... Mais 40 ans, c'est dans 10 piges, wesh. Bah ouais, mais ça va, il faut que je réalise des trucs à moi un peu aussi. Non, mais ça veut Non, pas mais dire que je c'est vais dans pas... 1000 ans, mais c'est très tôt. Tu trouves? Bah ouais, de ouf. Ah non, moi je trouve ça bien. Mais parce que moi je crois aussi que j'aurais pas tant d'histoires à raconter, à moi. Je pense que je n'aurais pas... En fait, le problème, c'est que je pense que quand tu réalises ce que t'écris tout seul, tu développes aussi un ego qui est... Bah moi je sais que quand j'écris ça, ça marche comme ça. Donc là, tu vois, j'écris Evil Dead, je vais pas le réaliser, je suis que auteur et tout va bien parce que c'est de l'horreur et je sais très bien que Seb le fait très bien, donc j'ai une confiance absolue. Mais j'imagine assez bien qu'en vieillissant, de temps en temps, il y a des gens où je dirais je crois que ça m'a... Enfin, tu vois, je sais pas comment évoluera mon métier d'auteur, mais je peux imaginer que l'expérience me donnera parfois le truc de dire mais ça, je crois que ça marche pas comme ça, etc. Et ça peut rendre les choses plus compliquées. Alors que devenir producteur et dire, tu sais quoi, c'est ton histoire, moi je te donne juste peut-être des coups de main, des clés, mais tu sais quoi, c'est ton histoire et je suis pas co-auteur pour t'aider à accomplir ton truc, tu vois, parce que scénariste, tu donnes quand même si c'est pas ton âme, tu donnes quand même beaucoup de ton temps, ton truc et tout, mais de te mettre en mode, non, c'est ton projet, moi juste, en tant que producteur, je te donne aussi des trucs d'écriture et de réal, mais je suis producteur, ça m'excite beaucoup. Mais avant, faut que je développe de l'expérience, parce que là, en vrai, j'ai aucune expérience de bosser avec des gens encore aussi, tu vois. C'est quoi ton objectif, genre le boss final de tes objectifs? Wow, mais je l'ai fait un peu, hein, en vrai. Ouais, mais est-ce que t'as eu peur d'avoir un crash après? Ah ben je l'ai encore. Tu vois, par exemple, je travaille sur Evil Dead, qui est un film américain, et c'est fou parce que c'est trop bien, hein, je suis trop content, c'est un bonheur, Sam Raimi, tu vois, il m'a, tu vois, encore une fois, parler de gens avec qui on est fan. Élevé, tout simplement. Bah non, mais quasi. J'étais beaucoup dans la télé quand j'étais petit, donc quasiment. J'ai beaucoup regardé Spider-Man 2, mais bizarrement, j'ai fait un film, moi, qui parle d'un truc qui est important pour moi, avec des gens que j'aime. Donc c'est cool, mais c'est un bonus, tu vois. Et là, je suis un peu dans un truc où, oui, j'ai un peu, pas peur du crash, mais c'est pour ça que j'arrête pas de te dire, est-ce que j'aurais des histoires à raconter et tout, parce que Les Leroy, c'est un peu ma life de mes 15 à 25 ans, disons. Et que là, depuis mes 25 ans, je trouve pas ma vie giga intéressante. Donc, j'ai une idée d'histoire sur mon adolescence et sur des choses que j'aimerais approfondir et où je pense qu'il y a une histoire intéressante à raconter, que j'ai envie de faire et que j'écris en ce moment, et que je pense que je vais réaliser et que voilà, ça va être cool, hein. Mais oui, de se dire, est-ce que vraiment, tu vois, je vois des fois des humoristes et tout qui font pas encore de cinéma et où je me dis, mais j'ai tellement envie de voir un film de cette personne. Et moi, en ce moment, je me sens pas de dire, tu sais que je peux t'aider, parce que je suis personne aussi, tu vois. Mais à terme, je me dis, si j'arrive à amener un peu ma carrière et que peut-être des gens ils se diraient, j'aimerais trop que Flo il me donne un coup de main, moi qui suis jeune humoriste, ou je trouverais ça trop cool, quoi. Et que moi j'aime ce que fait cette personne. Je te rends compte que tu vas recevoir énormément de messages après avoir dit ça. Oui, mais c'est dans 10 ans, donc Okay. vous avez le temps. Non, mais voilà, non, mais tu vois, par exemple, quand je vois non, mais je veux pas dire de nom parce qu'ils vont croire que je viens commander du taf. Mais tu vois, il y a une émergence en plus d'humoristes qui font des personnages, tu vois. Et je me dis, mais ça, c'est incroyable. C'est un truc que, parce que qu'un stand-upper soit le héros d'un film, je peux comprendre qu'on doute. C'est pas un comédien, tu vois. Mais quand je vois des gens jouer des persos très marrants sur scène ou pas, d'ailleurs, je me dis, mais toi, pourquoi tu fais pas encore un film? Je veux trop. Et que si... Moi, je suis fan. Tu vois, par exemple, Paul, il a vraiment un clown où je trouve que ça peut être un héros de film ou de série, tu vois. Et c'est vrai que quand il est venu me chercher, je m'étais dit, why not, tu vois, parce que d'un coup, je vois comment je peux aider. Et je trouve qu'il y en a plein des comme ça.
Et bah ouais, j'aimerais trop donner des coups de main, quoi. Merci Flo. Bah merci Fanny, j'ai trop parlé, je suis désolé. C'est Et je merveilleux. saigne du doigt. J'espère que l'épisode vous a plu. Nous les Leroy est toujours en salle au moment où sort cet épisode, donc foncez le voir, il est absolument merveilleux. Et puis allez suivre Florent sur les réseaux aussi pour ne rien manquer de ses prochains projets. Tous les liens sont dans la description. Et puis tant que vous y êtes, eh bien vous pouvez me suivre moi, @FannyRuet sur tous les réseaux, ou le compte @JeanQuiDoute sur Instagram. Et puis comme Florent l'a dit, il y a évidemment un Patreon où vous pouvez soutenir le podcast financièrement en faisant un don mensuel de 1, 2, 5 euros, 1000 euros. Pourquoi pas finalement? Celui qui met 1000 euros, je lui envoie le nom de l'acteur qui a failli avoir le rôle de José Garcia dans le film. Donc voilà, allez-y. Et si vous n'avez pas 1000 euros en trop, eh ben c'est pas grave. Vous pouvez juste vous abonner aux gens qui doutent sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, n'importe quelle plateforme. C'est gratuit et ça fait plaisir. Des bisous. Et cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, l'intrépide Maxime Wathieu.